Un honneur d'être en votre compagnie sur Info Télévision. Bienvenue au cœur de votre émission. Le grand soir, nous sommes ensemble jusqu'à 18h52 pour échanger autour des sujets qui font l'actualité tant sur le plan national qu'international. Et ce soir, nous avons deux arrêts majeurs. En deuxième arrêt, nous allons parler de l'incivisme au Cameroun et on constate que les populations sont au centre même des réalités qui entraînent cet incivisme. Donc, ce soir, sur le banc des accusés, les populations du Cameroun, comment réajuster afin qu'on puisse avoir de belles villes propres. On aura également l'occasion, bien sûr, je le dis, au-delà de l'action gouvernementale qui doit être menée pour améliorer le quotidien de ces populations-là. On parlera également de la reconstruction du Nozo à l'entame de cette émission et on va questionner l'état d'avancement de cette reconstruction lorsque l'on sait que le Premier ministre du Cameroun appelle au réajustement de ce plan de reconstruction qui a d'ailleurs du mal pour l'instant à se faire implémenter dans ces deux régions du Cameroun. Où sont passés les milliards injectés depuis plusieurs années déjà pour reconstruire le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun? On se pose la question ce soir. Mais avant, un moment triste à l'entame de cette émission, c'est officiel. Depuis les premières heures de cette matinée du 1er août, Suzanne Kalalobé, qu'on appelait affectueusement Massou, nous a donc quitté. La grande voix de la Grande Royale s'est éteinte à jamais. Il faut dire que très grande gueule, comme on a l'habitude de le dire, elle aura marqué d'une empreinte indélébile l'environnement journalistique du Cameroun. On aura l'opportunité à l'entame de cette émission de lui rendre un hommage. Merci de nous faire confiance. Installez-vous confortablement devant le petit écran. Juste le temps d'une transition. On dit bonsoir au panel. Le code d'accès reste et demeure le même, le 699 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Vous avez l'opportunité et le bonheur de pouvoir vous connecter à nous. Alors n'hésitez surtout pas à en faire bon usage tout au long de cette émission. Je le réitère également, le 237 c'est l'indice du Cameroun. Donc peu importe où vous vous trouvez en ce moment, vous avez l'opportunité et le bonheur de contribuer. Sur ce, on va dire bonsoir à Michel Gabriel Tudiem, enseignant syndicaliste qui est avec nous ce soir. Bienvenue. Merci Rosalie, bonsoir à mes co-panélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs. Je voudrais également saluer tous les enseignants, souhaiter, n'est-ce pas, de très bonnes vacances à tous les enseignants du primaire, du supérieur en passant par le secondaire. Et je crois que chaque fois que je suis invité, je fais de mon mieux, n'est-ce pas, pour participer au développement de mon pays. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il est également avec nous ce soir l'apôtre Charlemagne Adam. Il sera encore la voix du FDR sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Béni soit tous les gens bizarres, les inadaptés, les peintres, les mystiques, les troubadours et tous ceux qui, n'est-ce pas, nous donnent de regarder le monde avec les yeux différents. Je voudrais saluer le président du Front, le camarade Aimé Cyprien Olinga, le sankariste reconnu, même par nos amis du côté du Burkina et un peu partout dans le monde. Donc, je suis content d'être dans ce studio ce soir. Je vais m'incliner devant la mémoire de Madame Suzanne Kalalobé. On aura sûrement l'occasion de le faire, le temps d'accueillir les autres panélistes. Tout à fait. Vous aurez l'occasion, rassurez-vous, de lui rendre cet hommage bien mérité, puisqu'elle le mérite. On va bien sûr se retourner vers Youk Diem Sebot, qui sera la voix du PCR Enako sur ce plateau. Welcome. Welcome, Maman Rosalie. Bonsoir à tous les Camerounais, bonsoir à la République, bonsoir à tous mes co-panélistes, les co-analystes, pas panélistes. Et bonsoir à la maison, le DG, monsieur Didouin et tout le staff d'Info TV. Je vais dire un bonsoir particulier à ma chère maman Inès et son mari, Dadi Marcel qui sont à la maison en train de me visionner avec tous les enfants que j'ai laissés à la maison et la ATP. Et l'ATP avec son coordonnateur, le professeur Pasteur Olivier Billet, et surtout
Barrister Karimuna pour le grand travail qu'il a fait. Durant tous ces 4 jours, il a réussi vraiment à faire sortir ces jeunes hommes des mains de nos oppresseurs, ceux qui passent le temps à nous oppresser. Et je vais dire un bonsoir encore particulier à notre président pour sa fermeté, parce qu'il a dit, il a demandé la libération sans condition de ces garçons, des Junior Ngomé, à l'immédiat. Et 24 heures après, il a été libéré. Pourquoi les hommes politiques aiment faire les récupérations? Non, pas les récupérations, c'est une vérité. Ça, ce n'est pas une récupération. Nous ne sommes pas les démagogues. On ne fait pas dans la démagogie politique. D'accord. Oui, on dit ce qui est. Oui, on ne fait pas dans la démagogie. Le temps où les gens cherchaient à contrôler la conscience collective est passé. D'accord. Nous sommes là pour promouvoir la morale politique, pas la psychologie politique. La morale politique. On dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Merci d'être là. Ah oui, merci. Ayouk James Ebot. Merci la Rose. Merci la Rose. Et bien sûr, le quatrième à qui on va dire bonsoir ce soir, c'est la première sur ce plateau. Il a tenu quand même à faire la publicité de sa boîte. Hein. Elle n'a pas respecté mon dress code. Bon, je suis gentil. C'est ta première fois sur le plateau du Grand Soir. Je t'accueille avec beaucoup de plaisir. Jean-Paul Baya, il est reporter à CIATV Centre. C'est un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Bienvenue. Merci. Bonsoir à tous les co-panélistes. Comme quelqu'un disait, pas les co-panélistes, mais les co-analystes. Bonsoir à tous vos milliers de téléspectateurs à travers le monde entier. Merci de l'amitié que vous faites en m'invitant ici sur ce plateau pour la première fois, mais dans ce studio, presque déjà un habitué. Ouais, parce qu'il faut reconnaître que vous excellez dans tout ce qui est en langue. Oui, c'est vrai. Nous animons des émissions en langue bassa sur la station régionale du centre, sans publicité, CIATV 101.9. Et voilà, on est là pour le service des Camerounais, pour dire ce qui est, pas ce qui est tordu, mais ce qui doit être. D'accord. Et puisque je vous tiens, vous êtes dans la communication, je démarre avec vous, hein, Suzanne Kalalobé. On ne présente plus au Cameroun, c'est 71 ans, c'est une grosse bataille, sa grande gueule, son ton, son impertinence pertinente qu'elle nous a servi pendant de longues années et nous reste encore hein, comme un écho aujourd'hui où elle s'en va aux premières heures de ce 1er août 2024. On a envie de se dire qu'est-ce qu'on garde d'elle. Oui, il faut dire que Suzanne Kalalobé, pour moi, c'est une grande mère. Je l'ai suivie quand j'étais au lycée, encore en 4e année industrielle, seconde première. J'ai suivi, on appelait ça grande gueule, mais je pense que le mensonge étant devenu un luxe dans notre pays, c'est pour ça qu'on trouvait que Suzanne était une grosse gueule et que peut-être elle avait des origines UPCistes. Son père fut un UPCiste. Elle-même. Elle a flirté également avec l'UPC. Alors, je pense qu'elle disait ce qu'elle pensait. Elle était un ton libre. Et que cela a peut-être conduit à ce qu'elle ne soit pas ou qu'elle n'ait pas le mérite de son vivant de ce qu'une dame comme elle devait avoir. Et je pense qu'elle a éduqué pas mal de Camerounais et qu'elle a tracé le chemin que nous autres, nous voulons suivre parce que Suzanne, c'est en dehors de ces reportages, c'est aussi quand même quelques recueils écrits. Donc je pense que c'est une maman, je m'incline fermement devant sa mémoire. Je pense que la terre ou alors le Cameroun n'a pas donné à Suzanne ce qu'elle devait avoir pour une femme de son calibre. Beaucoup de journalistes s'accordent à le dire. Je pense qu'elle aurait mérité mieux que ce qu'elle a reçu. Même sa nomination au Conseil national de la communication, pour beaucoup, n'était pas suffisant pour les réalisations, notamment syndicales, qu'elle a pu matérialiser au Cameroun. Je dis qu'on a essayé. Puisqu'on a essayé, Dieu va achever le reste parce que c'est lui le maître du tout. Qu'elle repose en paix.
Suzanne Kalalobi, Michel Gabriel Tchoudiem, chacun y va de l'angle où il apercevait, parce qu'elle était quand même multicasquette, on l'a dit. Moi, j'ai eu le bonheur de la côtoyer sous d'autres cieux. Je ne vais pas dire de travailler avec elle, mais de collaborer avec elle sur plusieurs projets. Et il faut reconnaître que c'était une machine de guerre. Suzanne Kalalobi est partie du Cameroun à l'âge de 10 ans. Oui, notamment puisqu'elle a quasiment fréquenté tout son cycle. Où elle a connu, n'est-ce pas, un long parcours scolaire très élogieux. Oui. Oui. Elle a obtenu beaucoup de diplômes là-bas. Oui. Elle a travaillé tout à tout à la Nouvelle Expression. Elle a travaillé à Radio Equinox, à Equinox Télévision. Elle était même chargée de communication à Isakam. Oui, entre autres. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas que ce n'est pas par Equinox qu'elle a commencé. C'est une femme pluridimensionnelle. Voilà, mais beaucoup l'ont découvert là-bas grâce à cette chronique qui l'a rendue radicalement célèbre. Voilà. Mais elle n'a pas démarré avec la Nouvelle Expression. Pas du tout. Justement. Oui, et elle a même été nommée en 2013 membre du Conseil national de la communication par le président Paul Biya. Oui. Donc c'est une femme vraiment chevronnée, comme le complet le disait. Elle méritait mieux que ce qu'elle a eu du chef de l'État. Mais nous disons que, n'est-ce pas, paix à son âme, elle a fait beaucoup d'écrits, beaucoup de documents, beaucoup de livres à son actif. Elle est, n'est-ce pas, je dirais, la cheville ouvrière du journalisme au Cameroun. Paix à son âme. Malheureusement, elle décède tôt, à 11 ans, mais on n'y peut rien. Multicasquette, Suzanne Kalalobi, peut-être beaucoup ne savent pas que le journalisme a été le cheveu qui a atterri dans sa soupe au hasard d'un détour, parce que dans tout son parcours scolaire, rien ne l'a préparé au journalisme, culture, vraiment elle a navigué, management et tout, et puis la passion peut-être contaminée par son père qui a quand même été à la tête de Présence africaine, le fondateur, lui également journaliste. Elle a fini par virer, et aujourd'hui on ne regrette pas qu'elle ait viré, puisqu'elle a livré beaucoup de combats pour notre bien-être, nous autres journalistes. Très peu de personnes acceptent de parler au Cameroun à haute voix pour dire ça marche pas, il faut s'arrêter. Et Suzanne, ça veut dire ça marche pas, il faut s'arrêter. C'est ça, le franc. Oui, certains même ont considéré cela à tort comme étant une récompense. À sa nomination? Sa nomination dans cette boîte-là qui est chargée d'utiliser le marteau de temps en temps pour vous effrayer. Donc, et certains disent même que non, c'est parce qu'à un moment donné, elle avait un peu baissé la garde. C'est pour cela qu'on a dit, bon, ok, viens un peu manger. Mais ce n'est pas vrai. Parce qu'en réalité, chacun dans la vie connaît son combat. Et je pense que cette femme a livré son combat jusqu'à la fin. Et tout ce que nous pouvons garder d'elle, c'est que c'était une femme battante. C'est une femme battante. Et c'est une femme qui n'allait pas, n'est-ce pas, avec le dos de la cuillère pour dire ce qu'elle pensait. Et c'est une intellectuelle. Malheureusement, dans ce pays, le Cameroun, qui a été confisqué par un groupuscule d'individus, elle n'a pas donc été véritablement utilisée selon toutes les capacités qu'elle avait. Bon, on a trouvé que épéciste, les trucs comme ça, vous savez, c'est des étiquettes qu'on collait souvent sur les gens pour les disqualifier. Mais elle était véritablement activiste, elle ne se cachait pas, elle a livré ses combats aux côtés des grandes dames comme Henriette qu'on reconnaît quand même au Cameroun pour être également une autre voix. C'est pas qu'on lui collait une étiquette qu'elle ne méritait pas. Bien sûr, vous savez, dans la regorge comme ça, des femmes comme ça, on peut en citer encore d'autres, comme la grande sœur Kawala et tout. Bon, ce sont des femmes qui sont dynamiques. On se pose souvent la question si les hommes qui ont souvent été avec elles s'ils s'en sortaient souvent. Bon, mais il faut dire que c'est le combat. Chaque combat a une fin. Elle a tiré sa révérence. Donc, tout ce que nous pouvons dire, c'est que la terre que Dieu nous a donné, qui est le Cameroun, que cette terre-là lui soit légère. Ah, vous parlez des hommes, hein. C'était l'une des rares femmes, James, qui se vantait de n'avoir pas été prise dans le filet du mariage pour se faire emprisonner. Et elle trouvait, oui, elle se cachait pas pour le dire, Suzanne, et qu'elle trouvait que dans sa liberté, elle respirait mieux, mais elle n'a pas caché quand même un amour éternel à son amour d'enfance, avec qui elle est restée, mais sans mariage officiel,
jusqu'à la gare. Elle n'a jamais accepté de se faire étouffer parce qu'elle trouvait un frein pour l'épanouissement des femmes. C'était sa vision, partagée par certains ou décriée par d'autres, mais elle était elle. Elle était elle et elle n'a jamais changé sa manière d'être. Et nous, on appréciait bien des moments de compagnie, des moments passés avec elle. Vous savez, ceux qui maîtrisent bien la culture républicaine, ils savent que dans la République, les plus grands génies, dans tous les domaines, que ce soit sur l'économique, social, politique, c'est dans la République qu'on les trouve. Donc elle est parmi ces génies-là de la communication que le Cameroun a connu. Que les gens ne veulent pas, qu'ils acceptent ou pas, ils ne changeront jamais la vérité. Et l'histoire nous est toujours... Il est très bien vrai, bon, moi aussi j'étais caché aussi quelque part, je n'ai pas eu l'opportunité là suivre. Mais le nom de Suzanne Kalalobe est vraiment... Retentit non, quatre coins. Oui. Suzanne Kalalobe, non, il n'y a personne qui va dire aujourd'hui qu'il n'a pas... Mais je sais, les petits temps, moments où j'ai eu à suivre, surtout quand elle était à la nouvelle expression, oui, c'est là. Mais j'ai senti, à chaque moment elle faisait des sorties, tu voyais en elle, les hommes comme nous, moi je regarde sur le génie. Qu'est-ce qui est caché à l'intérieur là? Quand je voyais, je dis, oh, celle-ci-là, elle n'a pas longtemps à vivre dans notre pays. Bon, elle a quand même vécu 71 ans. Non, ça c'est tué, c'est pas mal aussi. Je vais vous dire quelque chose. C'est lorsqu'un génie vit dans un environnement qui n'est pas ouvert, parce que les génies il s'épanouit plus dans l'environnement ouvert, pas enfermé. Oui. Donc, elle mettait plus d'efforts, elle faisait plus d'efforts pour pouvoir passer quelque chose de très important qui devait être, qui est très important pour toute la communauté camerounaise, toute la République. Mais on n'a donné pas cette possibilité de faire passer. Ce qui faisait qu'elle mettait plus d'énergie. Elle était étouffée, elle mettait plus d'énergie. Soit ça qui fait que ça réduit. Moi, je ne te parle comme ça la vie des génies. Non, ils n'évoluent pas dans l'environnement fermé. Ils sont très ouverts. Ils vivent que dans les environnements très ouverts parce que, ils sont créatifs, ils innovent et puis ils sont très inventifs. Là où tu ne l'attends pas, dès qu'il arrive là-bas, il crée quelque chose et puis il avance. Donc, il n'y a pas d'obstacle dans sa vie. Non, il n'a pas d'obstacle. Et ça, c'était Kalalobe. Oui. C'est clair que... moi, je m'incline depuis le matin que j'ai suivi cette deuil. J'ai dit, oh, cette femme-là que je n'ai même pas eu le temps à... Mais, je m'incline devant. Moi, je sais quand même qu'elle a accompli son œuvre. Et puis, le bon Dieu qui est toujours celui qui est au-dessus de nous tous, a décidé que bon, tu ne pouvais pas continuer dans cette même condition. Et tu devais venir me rejoindre pour pouvoir permettre à ceux, comme les Rosalie qui sont en train de monter là, que donne-les la possibilité de aussi pousser. De continuer le travail que tu as fait. Bravo, Rosalie. Elle est facile à laisser, hein. Ah oui, elle est facile. Elle n'a pas le droit surtout que Rosalie, elle est dans un département où le préfet ne blague pas, elle les gens. Donc, c'est des choses qui n'arrêtaient pas. Rosalie n'est pas une femme intimidée. Bon, il faut aussi remarquer, elle n'était pas à marge de la loi quand elle faisait ce qu'elle faisait. Pas du tout. Parler, c'est pas républicaine. C'est d'être en marge de la loi. Importante, voilà. Ne disait pas du n'importe quoi. Voilà. Donc à ce niveau-là, même si elle était à Yaoundé, je ne suis pas sûr que le préfet allait la chercher. On sort peut-être avec un sourire parce que c'était une bonne vivante. Ça aurait été triste quand même de terminer cet hommage dans la tristesse. On va leur donner juste un aperçu de ce qu'ils auront dans les coups de 20 h ce soir, parce que cet autre hommage lui sera rendu dans le cadre de nos deux journaux, 19 h et 20 h. Là, on va juste prendre un petit bout du témoignage d'Henriette Ekwe qui aura navigué à côté d'elle, ou peut-être auprès de qui elle aura marché pendant quasiment tout son séjour au Cameroun. Un petit bout et puis on revient. Suzanne a laissé un grand vide à mes côtés parce que nous étions très complices. On se voyait régulièrement, mais ces derniers temps, on ne se voyait pas beaucoup. Et je n'ai pas pu dire au revoir à Suzanne. Je n'ai pas pu lui parler pendant cette semaine ou ces 2 semaines de souffrance qu'elle a eues. J'aurais aimé être là parce que c'est ma jeune sœur.
Et elle aussi se conduisait vis-à-vis de moi comme une petite sœur. Et notre complicité venait un peu de là aussi, parce que on était des sœurs. J'étais l'ami de sa grande sœur. Et quand sa grande sœur est partie, j'ai été très proche d'elle, parce que ça a été un grand vide aussi pour la famille. Mais j'aurais aimé être là pour Suzanne, j'aurais aimé être là, parce que souvent je lui disais, prends soin de toi, c'est toi qui vas m'enterrer. Elle me disait, ah, je m'en fous, je ne suis pas ta mère. Voilà, vous aurez donc l'occasion d'avoir un petit élément dans le coup de 20h et puis un autre en langue de Shakespeare à 19h pour accorder un petit moment à cette grande dame de la communication. On le rappelle, elle est décédée des suites de courte maladie et bien entendu, c'est dans la nuit de jeudi, d'hier, j'allais dire du 31 juillet au 1er août, dans aux premières heures de cette journée de jeudi 1er août 2024. On le rappelle quand même, 71 ans, elle était née le 16 janvier 1953. Ça a été un bonheur de la côtoyer. Le peu de temps où j'ai eu l'opportunité d'être à côté d'elle, je n'ai jamais regretté. Elle était controversée pour certains, mais qu'on l'aimait ou qu'on ne l'aimait pas, Suzanne Kalalobé, elle vous marquait. Lorsque vous passiez à côté d'elle, je pense que j'ai été également marqué comme les autres et c'est un bonheur d'être là également aujourd'hui pour lui rendre cet hommage bien mérité. En tout cas, comme on vous l'avait dit, elle nous a précédés. Ce n'est qu'elle allait juste devant, nous on est derrière. On va te rejoindre, grande sœur. Bon, ou maman pour certains, parce qu'elle se sentait très jeune. Suzanne, c'est quand on prononce son âge que j'ai dit, elle ne le faisait pas. Je n'ai pas vu femme plus sportive que Suzanne. Parfois, elle venait le samedi à RTM, habillée en tenue de sport parce qu'il fallait faire son sport et puis elle venait pour apprêter les éléments de son émission qu'elle faisait à la radio, monter pilon, un truc comme ça. C'était avant d'aller à Equinox et tout ce qu'on a découvert par la suite. Nous, on a eu le bonheur de la voir un peu plus tôt encore. Donc du coup, oui, ça touche. En tout cas, on souhaite que ça se passe bien de l'autre côté, ce côté que nous on ne connaît pas, qu'on ira également visiter un jour. Allez, le temps d'une transition, on revient pour la suite de l'émission. Voilà, après cet hommage, nous on va revenir discuter des problèmes qui peuvent également fâcher, mais sur lesquels on est obligé de s'arrêter. On va parler encore de nos zones nord-ouest et sud-ouest du Cameroun, notamment de cette crise qui secoue cette partie depuis plusieurs années. Aujourd'hui, on est en train de questionner la reconstruction qui... Ayuk James Ebot boit beaucoup de milliards au Cameroun depuis que l'annonce a été faite. Si je dois faire le récapitulatif des millions déjà envoyés de ce côté-là. Et puis, la dernière sortie du Premier ministre qui trouve qu'il faut réajuster 2 ou 3 trucs pour que cette reconstruction soit efficace sur le terrain. Alors nous, on a envie de se demander aujourd'hui, pourquoi réajuster? Est-ce que ça n'a pas été bien pensé au départ? Où sont passés les milliards déjà injectés dans cette reconstruction? Si on réajuste, est-ce que ça ne va pas créer des modifications qui vont encore appeler à un investissement? Beaucoup de questions, je vous laisse prendre par le bout qui vous sied pour qu'on puisse comprendre finalement où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Rosalie, je vais quelque chose. Est-ce que vous avez eu l'opportunité de faire la route Boya-Kumba? Oui, dans le passé, oui. Mais depuis la crise, non. Ok. Oui. Je vais vous dire quelque chose de très pertinent. Il y a des choses. Vous savez, détruire et construire, on peut détruire en 1 minute, mais reconstruire, ça prend du temps. Et moi, je pense que la reconstruction doit se reposer sur 2 choses. Il y a des choses qu'on doit construire et ce qu'on doit reconstruire. Parce que ici, on s'arrête seulement à reconstruire. Ça veut donc dire que le Cameroun ne veut pas que le Cameroun doit avancer. Par contre, il y a des choses, il y a des structures qui ne doivent plus être comme par le passé. On doit construire quelque chose de plus moderne. On doit mettre maintenant des structures modernes en place. Pas de reconstruire. Parce que quand on vous dit que reconstruire, ça veut dire qu'ils vont aller réfectionner certaines structures. Alors qu'on a besoin qui construisent les structures modernes
qui répond à la demande de la population. Et je vais vous dire une chose, cette chose-là, ça va prendre du temps. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord la sécurité et la sûreté. Est-ce qu'ils sont sûrs que ce qu'ils vont construire ne seront pas détruits? Ça, c'est un. Deux. Est-ce que sur le plan sécurité, est-ce que ce qui a été à l'origine de ces casses-là, est-ce qu'on a résolu ces problèmes? Est-ce que ces problèmes ont été résolus? Parce que c'était une revendication de l'injustice sociale. Les mêmes éléments sont encore là. La malgouvernance, le détournement, le népotisme, le favoritisme. Attends, est-ce que... Non, soyons honnêtes. Est-ce que parmi... Parce que c'est ça, voilà l'élément déclencheur de tout ce trouble-là. Parce que les gens ne se sentaient plus camerounais. Ils ne se sentaient plus républicains. Est-ce que ces choses-là, on a réussi à résoudre tous ces problèmes-là? Vous avez l'impression que le gouvernement camerounais continue d'aller... Je n'ai pas le problème de dire que j'ai l'impression, nous, vous et moi, est-ce que ces problèmes ont été résolus? Non. Non. Les mêmes choses sont là. C'est les mêmes causes qui ont produit cet effet sont encore là. Ça veut donc dire que si on est en train d'aller construire, avec les doutes, puisque tout ce qu'ils font là, est-ce que quand on va construire, ils ne vont pas détruire, puisque les mêmes causes qui ont produit ça sont encore là. Voilà le pourquoi ça traîne. Et encore, est-ce que c'est le chef d'État qui doit sortir de l'argent pour construire des régions? Est-ce que c'est le chef d'État? Où est l'argent des contribuables? Ceux qui doivent construire. Est-ce que des chefs qui sont proches de la population, les mairies, les régions, quel est leur rôle? Est-ce que c'est Yaoundé qui doit construire les régions? Ah, vous parlez de la décentralisation? Oui. Où est leur rôle? Quelqu'un qui va rester à Yaoundé, il définit ce qui doit être construit dans la région. Vous trouvez ça normal? Ce n'est pas les chefs qui sont là avec la population, qui ont vécu, qui savent qu'est-ce qui a été détruit et ce qu'il faut remplacer, et ce qu'il faut refaire. Il y a des mairies, il y a les maires qui sont là tous les jours. C'est ça le réajustement annoncé par le Premier ministre. Peut-être on va rapprocher la gestion de après combien d'années? La décentralisation a pris plus de 30 ans. Ça n'a jamais été appliqué. Ça n'a jamais été appliqué. On est arrivé des choses très faciles à le faire. Transférer cet argent-là entre les mains des collectivités locales. Le chef de village, le maire, la région, mettez-le des milliards là entre les mains, vous allez voir au cours de quelques minutes. Mais les mêmes personnes qui sont à l'origine, les mêmes élites qui sont à l'origine, parce que je peux vous dire une vérité, ce n'est pas tous, hein, mais la plupart d'eux, ils sont à l'origine de tous les malheurs qui est à l'origine de tous ces problèmes. Ils sont là, ils continuent les mêmes pratiques. Même si on construit, même si on reconstruit, est-ce qu'on est sûr que ça ne serait pas détruit? Vous ne voyez pas qu'il fallait d'abord finir avec des problèmes, des causes, avant de commencer ce qu'il veut commencer là. Ça veut dire qu'il veut obliger des personnes à accepter ce qui ne sont pas prêts. Moi, je pense que vraiment... Qui n'est pas prêt? Les populations ne sont pas prêtes. Est-ce qu'ils sont prêts à... Ils ont dit nous sommes prêts et puis on va... Non, ce n'est pas ça. Ils vont créer l'environnement propice pour que ces choses-là, lorsqu'on la construit, qu'ils ne soient pas détruits. On ne serait pas toujours en train de construire et on détruit. On construit, on détruit. À la fin, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Apôtre Charlemagne Adam, on est dans une situation un peu complexe. Ayouk James trouve que tout ce qui est entrepris là ne sert à rien puisque la population n'est pas prête à vivre la reconstruction. Est-ce qu'il manque de communication entre ceux qui sont dans ces deux zones-là, nord-ouest et sud-ouest du Cameroun, et ceux qui ont la responsabilité de veiller au bien-être des Camerounais? Non, en fait, ce qui est certain, c'est que quand on fait quelque chose sans vous, on le fait contre vous.
Donc, ce n'est pas pour les populations qu'on est en train de reconstruire. Les barons du régime sont en train de se faire plein les poches. Et ceux qui même sont derrière ce qui se passe là-bas, au Nozo aujourd'hui, qui connaissent bien comment ils peuvent faire pour que qu'on ne voit plus, n'est-ce pas, les Camerounais s'entretuer. Mais ils ne font rien. Ils continuent à dire que non, ça va, c'est sous contrôle. Non, vraiment, ça va déjà. Ce n'est plus comme avant. Ainsi de suite. Donc, chaque fois, on ne fait que changer de langage autour de quelque chose, d'un problème qui était un problème politique et qui ne demandait que des solutions politiques. Ça ne demandait pas que les armes interviennent. Mais si on est allé déjà à prendre les armes, on ne peut plus résoudre ce problème de la même manière. Je ne sais pas si on se comprend. Puisque les armes sont déjà sorties, on ne peut plus résoudre ce problème comme on aurait dû le faire il y a de cela 8 ans. Parce que cette affaire tire pas déjà vers sa 8e année. Et depuis que cette histoire a commencé, ça fait 8 ans. Donc vous êtes dans la même fourchette que le président de la République. Vous n'avez pas encore fait un tour de ce côté-là. Donc vous avez la reconstruction du Nozo. Non, on ne peut pas. Ça ne fait même pas encore 2 semaines, je crois. Ça ne fait même pas, je crois pas, même pas une semaine. Je voyais encore, je regardais une vidéo là. C'était une nouvelle bâtisse qui venait d'être réceptionnée, qui était déjà en feu. Les gars sont venus mettre le feu pour brûler. Donc, mais on se moque de qui? Non, on ne devrait pas reconstruire. Reconstruire quoi? Est-ce que vous avez déjà apporté des solutions politiques que les gens demandent? Non. Et vous savez qu'au Front démocratique révolutionnaire, nous avons dit que la solution à ce problème passe par le fédéralisme. C'est votre regard, hein? C'est notre regard. Et je pense que on finira. Parce que là, pour l'instant, on n'est pas dans un état fédéral. Vous savez, ce qui se passe parfois chez les autres doivent, n'est-ce pas, doit nous servir de pédagogie. Quand vous prenez le cas, par exemple, du Soudan, nous, quand on était à l'école, on nous disait que c'est le plus vaste pays d'Afrique. Mais aujourd'hui, le Soudan est divisé en 2. Pourquoi? Parce que quelqu'un a passé 40 ans au pouvoir là-bas. Il refusait, n'est-ce pas, d'écouter autre son de cloche. Il ne voulait pas. Et aujourd'hui, il est dans une cage, je ne sais même plus s'il est vivant. Ça fait déjà beaucoup de temps que je n'entends plus parler de lui. Mais aujourd'hui, le pays est divisé. Vous pensez que le problème de sécession que ces gens ont déposé sur la table, ça va finir comme ça? Ça ne date pas d'aujourd'hui, la sécession. La seule chose qu'on pouvait donc faire pour éviter ce problème, c'est qu'on dit, voilà, nous-mêmes là-bas à l'extrême nord, on a dit déjà que nous sommes aussi une zone économiquement sinistrée. Nous sommes là cassés. Donc, nous aussi, on peut déjà revendiquer certaines choses. Puisque quand on dit que l'électorat de M. Biya s'est basé de ce côté-là, la preuve c'est qu'en 2018, il a fait un tour éclair là-bas pour venir avoir près de 80% de voix. Vous voyez? Donc, nous sommes bien quand il faut voter. Dans notre région, on dit que non, nous sommes au top. Mais quand on parle économie, non, nous sommes économiquement sinistrés. Là, on ne parle pas d'argent. Nous, on n'en a pas besoin. Donc, le Nozo aujourd'hui a besoin d'un pouvoir qui apporte des solutions claires. Et c'est ce que ça qu'ils attendent. Je pense que la plupart même de ceux qui sont aujourd'hui dans le nord-ouest et le sud-ouest ne sont pas pour la sécession. Ceux qui sont pour la sécession sont très minoritaires. Mais on ne veut pas écouter la voix de la plus grande majorité qui ne demande que le fédéralisme. Nous avons écouté les chefs traditionnels parler. Chief Moukete, on l'a écouté parler. Vous vous rappelez de la vidéo? Si je suis votre raisonnement, sans fédéralisme, pas de solution pour le... On ne peut pas avoir de solution, puisque quand on est dans le fédéralisme, chacun va maintenant se charger de reconstruire sa région selon la vision que lui a de sa région. Vous avez l'impression
qui sont décriés sont différents de ceux qui sont décriés de ce côté? Non, mais je ne crois pas que... Parce que moi, j'ai aussi vécu, à Bamenda. On n'a pas l'impression que c'est la même mentalité. Hein, parce qu'à un moment, Bamenda... Je ne parle pas de mentalité, je parle de problème. Oui, mais on a des problèmes, mais eux, ils avaient leur manière de résoudre des problèmes qu'ils ont là-bas. Ça dit, par exemple, le problème d'eau, moi, j'avais remarqué que là-bas, ils s'arrangeaient à avoir un forage et ils se distribuaient l'eau entre voisins. Ils le faisaient déjà. Ils avaient un système qui permettait à ce que Bamenda soit propre. Ils avaient beaucoup de choses. Donc je pense que, comme le disait mon copanéliste, il suffit tout simplement de décider de donner vraiment, pas la décentralisation, mais le fédéralisme. Ah, lui parlait de décentralisation, vous parlez de fédéralisme. Parce que les gens même qui ont parlé de décentralisation nous ont même à un moment donné dit que ça devait être une décentralisation accélérée. Comme ils sont forts là, ils sont allés à l'école seulement pour chercher les mots, pour venir nous endormir. Donc, la décentralisation accélérée, ça fait 30 ans qu'on parle de ça. Quand vous avez quelque chose que vous mettez sur la table, ça ne marche pas, changez. Prenez autre chose. Donc, moi je pense qu'aujourd'hui, si on donne au Camerounais de comprendre que bon, voilà, maintenant c'est le fédéralisme, on a un État central qui est à Yaoundé, comme ça se passe au Nigeria, comme ça se passe dans tous les pays où, n'est-ce pas, le fédéralisme est, n'est-ce pas, est pratiqué. Vous allez vous rendre compte qu'en ce moment-là maintenant, ceux qui veulent rester dans la guerre vont continuer dans la guerre. Ceux qui voudront donc rebâtir ou bien alors bâtir leur région, eux aussi vont se décider de travailler. Chacun aura sa vision. Nous, à l'extrême, on pourrait dire que bon, nous, on veut l'autoroute qui parte, par exemple, de Garoua pour Maroua, en allant vers Kousseri ou alors en allant du côté de Yagua pour que nos populations se déplacent aisément. Nous pourrons aussi décider de travailler avec notre grand voisin, le Nigeria, d'une manière ou d'une autre. Donc chacun a quand même quelque chose qui peut permettre à ce que sa zone soit développée. Mais on ne veut pas, on embrigade, on veut que pour acheter un bic à Bamenda, qu'on puisse, n'est-ce pas, ordonner les dépenses ici à Yaoundé. Et c'est comme ça que les gens volent comme les souris. Michel Gabriel Tchoudiem, je vous pose la question de but en blanc. Où en est-on avec la reconstruction du Nozo? Vous suivez le mouvement des autres qui trouvent qu'on ne peut pas parler de reconstruction jusqu'à ce jour parce que le problème à la base n'étant pas résolu, c'est un investissement pour rien. Mais où en est-on? Je peux répondre que nous, on n'est nulle part. Lorsque le PM, n'est-ce pas, appelle à un réajustement du plan de reconstruction du Nozo, ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose qui se fait sur le terrain. Ça fait, je crois, 7 ans qu'on a tenu le grand dialogue national, dans lequel on disait qu'il y avait, n'est-ce pas, un statut particulier du Nozo, du nord au du sud-ouest. Bon, on ne sait pas, on n'a jamais su quel est le contenu de ce statut particulier. On ne sait pas de quoi il est question, mais on dit seulement qu'il y a un statut particulier pour le Nozo, pour le nord-ouest, pour le sud-ouest. Il paraît que ce sont eux qui doivent remplir. Il avait rempli quand il avait rempli quand nous à 7 ans déjà. Si vraiment il y avait une réelle volonté politique, le Nozo devrait déjà être reconstruit. Mais comme l'a dit le premier, n'est-ce pas, panéliste James, comment est-ce qu'on va me reconstruire quand la guerre est encore en cours? C'est un problème. Voilà pourquoi j'ai toujours prêché pour la convocation d'un nouveau grand dialogue national, au cours duquel aucun sujet ne sera tabou. Même pas la forme de l'État. Il faudra que tout soit sur le plateau, que tout soit débattu par tous les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Parce que tout prouve que le dernier grand dialogue national qui a eu lieu ici à Yaoundé était presque une mascarade, étant donné qu'on ne voit rien de concret, rien de palpable sur le terrain. On ne fait que, n'est-ce pas, sortir des discours. Nous avait présenté des gens à la télévision nationale, ventus, joufflus, nous disant que les gens sortaient de... Lorsqu'on sait que au Nozo là-bas, nous sommes à 6 000 morts déjà, depuis que cela a commencé. Nous sommes à 800 000 déplacés. Nous sommes à plus de 600 000 déperditions scolaires. Avec tout ce que cela comporte comme pauvreté, comme chômage, comme délinquance juvénile, délinquance sénile. La CDC a été, n'est-ce pas, ce qu'on connaît aujourd'hui. La Sonora, on a incendié les écoles. On a incendié les marchés, des maisons. Mais c'est ce qu'on veut reconstruire, justement. Mais on va reconstruire. Même les élèves du secondaire savent que ce que le gouvernement parle là, il n'y a rien n'est sur le terrain. Et comment même le construire quand la guerre continue? Il faut d'abord faire la paix. Il faut faire la paix. Rien ne coûte au gouvernement de convoquer un nouveau grand dialogue national. Ça ne coûte rien. Moi, je peux même dire qu'il y a un manque de volonté politique. Moi, je peux dire que l'État n'est pas, n'est-ce pas, en train de faire ce qu'il faut faire pour finir avec cette guerre au Nozo.
qui fait le développement du pays. Oui, donc il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Jean-Paul Baïha, à votre avis, qu'est-ce qui manque pour que cette reconstruction prenne de la vitesse? Oui, comme les autres ont bien dit, parler de reconstruction, pour moi, je pense que ce n'est même pas une affaire d'argent. Il y a un problème de mentalité. Il faut éduquer les gens et il faudrait que, à mon humble avis, il faudrait que le gouvernement ou alors ceux qui sont en charge de la gestion de ces problèmes trouvent des personnes qui sont de très bonne moralité, des personnes qui ont la volonté, qui aiment le pays. Il y en a où on voit des personnes qui sont sur le terrain, qui mènent des actions, qu'on doit désigner là-bas, des personnes neutres. On a vu une fois, chaque fois que le Premier ministre a fait quand même une descente là-bas sur le terrain, il y a une certaine forme d'accalmie, mais après ça reprend. Il faut, ailleurs, si c'était une affaire de milliards ou de marché, c'est qu'il y a déjà un comité ad hoc qui a été mis en place, qui fait des descentes parce que ça fait des missions tout le temps. Mais il faut une volonté réelle. Parce que le problème du Nozo est comme le problème de Boko Haram. Heureusement, avec la stratégie du chef de l'État, il a pu éteindre ce problème de Boko Haram. On sent quand même qu'il y a une récupération interne derrière ce problème de Nozo aussi. Oui. Parce qu'il ne faut pas passer le temps à dire que on a fait ci, on a fait ça. Il y a un problème de fond. Il faut éduquer les gens. Il y a un problème de mentalité. Envoyer une équipe ou une commission sur le terrain qui fait le tour dans le sud-ouest et le nord-ouest pendant une période bien déterminée. On a vu, il y a, je crois l'année dernière, des jeunes, plusieurs reportages sont passés sur des chaînes, des jeunes qui sont venus au centre de désarmement pour dire que nous ne sommes plus là, nous sommes sortis de la brousse. Mais pourquoi ça continue encore? Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a un problème. Qui tire les ficelles derrière? Voilà. Cherchez à comprendre. Il faut donc d'abord résoudre ce problème de ficelles. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Vous partez construire un hôtel alors que vous savez que quelque part, il y a quelqu'un qui est avec des ennemis parce que ça fait financement des armes ou de ceci ou de cela. Non, il faut qu'on soit sûr. On peut se dire que ça peut être une occasion de dilapider beaucoup de milliards de ce côté-là, parce qu'en même temps, ils disent que la reconstruction évolue. Ça veut dire qu'on a l'argent qui est injecté de ce côté-là. C'est pas un problème. Ça veut dire que les milliards vont quelque part. À qui profite donc le crime? Parce que tant qu'il y a la guerre, il y a des gens qui s'en font les poches. Bien sûr. Et on fait semblant de construire, parce que là, ça devient un semblant. Parce que le contribuable camerounais, c'est que son argent, il va. Mais quand vous avez construit, on vient détruire. Ça fait les marchés. Ça enrichit certains. Si ce n'est plus l'entreprise BTP Baïha aujourd'hui, on va faire appel de marché BTP à Youk. Bon, ça fait que, mais vous allez trouver que c'est une même clique. On change juste de nom d'entreprise ou de passation de marché et c'est regrettable. Il faut donc que quelque chose soit fait véritablement. Je suis un peu déçu, j'ai un goût amer parce que malgré la volonté du chef de l'État, il a certains collaborateurs qui font trop de bruit, qu'ils ne travaillent, alors qu'il y a d'autres qui travaillent effectivement et que c'est leur travail qui parle pour eux, qui font du bruit. Il faudrait un peu que les autres copient chez les autres. Et il y en a qui mouillent véritablement le maillot. Vous voyez, le Premier ministre est arrivé, ses cheveux étaient encore noirs. Aujourd'hui, je les vois blancs. Donc, ça veut dire qu'il réfléchit, il travaille, et il se met à fond. Et que font les autres collaborateurs? On parlait souvent de solidarité gouvernementale, mais on sent que là, le Premier ministre est dans un marathon presque seul. Il n'est pas accompagné. Alors, il faut tirer la sonnette d'alarme. Quand il tire la sonnette d'alarme pour dire qu'il faut revoir, il faut s'asseoir. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il faut donc comprendre. C'est un message qu'il passe. Oui. C'est un message qui passe. C'est un message, puisque... Il trouve que le Premier ministre bouscule tout seul et avec ses sorties, il semble dire il faut qu'on se mette ensemble. Il faut dire que Rosalie, cette affaire de Nozo qui dure déjà depuis bientôt 10 ans même déjà. Bien sûr. On était à 7 ans, on dit on peut avec non, c'est au sud-ouest. Oui, moi je l'ai dit, on te voit. Nous arriverons bientôt à 10 ans. C'est vrai. Vous voyez, chaque octobre. Et pourquoi c'est on n'est même pas sûr que ça va s'arrêter. Pourquoi cela? Juste parce qu'il y a certains de nos compatriotes
n'est-ce pas, au-dessus de nous, qui gagnent beaucoup d'argent dans cette affaire du Nozo. Et ne veulent pas que ça finisse. Des gens qui pensent à tromper le président Biya, parce qu'ils savent que le président Biya, n'est-ce pas, n'est pas très aguerri dans l'art de sanctionner. Ils le savent. Oui. Ils le savent que le président Biya n'est pas toujours prêt à sanctionner. Ils savent qu'il est long dans cette sanctionne Paul Biya. Il dit qu'ils sont les collaborateurs du président Biya. On va sanctionner donc Paul Biya. Ils tirent des milliards là-dedans. Et c'est malheureux. Vous voyez, c'est embêtant. De ça. Comment voulez-vous élever vos enfants alors que peut-être votre mari n'est pas dans la même voie que vous? Que vous qui faites des pieds des longs pour le progrès des enfants. Vous voyez? Alors vous ne savez pas que votre mari est fait pour vous. Ça, c'est un exemple que je prends. Cet argent du contribuable, je crois que quand vous le gérez mal ou vous volez mal, vous n'avez qu'à voir des Mongols qui sont dans ces barrières. Voilà. C'est bien. C'est bien. Madame Rosalie, je vais vous dire quelque chose. Le premier ministre, c'est un chef d'abord des villages. Oui, chief. Le vice-président du Sénat, c'est un chef. Chief Tabetano, je le connais. Voilà les gens que je connais personnellement. Chief Tabetano, le vice-président du Sénat. C'est un chef de village. Ils sont nombreux. Je demande comment vous pouvez expliquer qu'ils ils ont des mauvais collaborateurs. Ça peut être possible comment? Mais Papa Moukete, avant de partir, comment n'avait pas parlé. Les maires que ce sont eux-mêmes qui ont élu, qui sont là-bas. Est-ce que vous savez que toutes ces deux zones-là, c'est le RDPC seul. Tous les mairies là-bas sont occupés par les... Est-ce que vous savez ça? Tout, je dis que la région est occupée par eux. Bon, faux. Et comment vous dites qu'ils n'ont pas de collaborateurs? Oui, la volonté de avoir des collaborateurs. Vous pouvez c'est pas parce que vous êtes par exemple du PCRN, mais c'est pas tout le monde qui est dans le PCRN qui est d'accord avec le président. Mais attendez, les sont des sournois, des hypocrites, qui sont des émissions pour vous faire tomber. Vous devez les non. C'est bien vu. Je vous dis, un chef de village, je vais vous dire une chose, je sors de la chefferie, je vais vous dire une chose. Où sort la force d'un chef? C'est la justice. Mais vous pensez que tout ce qui chef, avec le président Biya aime le président Biya? Je vais vous dire une chose. Attendez. Mettons d'abord le problème du président Biya à côté. Le premier ministre, le vice-président du Sénat. Il ne connaît pas qui a les... Ce sont eux qui investissent, peut-être dans ce sont eux qui investissent, les maires et les conseillers régionaux. Même les chefs de village même, ils sont derrière tous. Et vous dites qu'ils n'ont pas de collaborateurs? Non, ce n'est pas vrai. Mais on vous dit qu'ils ont des collaborateurs, mais parfois ça peut être des mauvais collaborateurs. Non, un homme qu'on a la capacité de les changer. Puisque ce sont un conseiller régional. Pourquoi ils ne changent pas? Un conseiller régional qui a été investi à Yaoundé. Et que le comité de base, par exemple, je parle de chez moi dans l'Union Équilée, un comité de base X ne voulait pas de ce conseiller régional. Pensez qu'il sera un bon conseiller régional, sachant qu'on n'a pas voulu de lui là-bas. Il sera pas un bon collaborateur. En allant sur la route de Ngoumou, par Mbing, c'est toujours dans l'Union Équilée. Vous avez trouvé sur un tronçon un homme d'affaires a fait du goudron sur peut-être 200 mètres. Et c'est sur son village. Avant son village, il y a un sénateur. Et il a dit, il faut que le sénateur aussi fasse comme lui. Parce qu'il a les moyens. Il n'est pas un collaborateur du chef de l'État, c'est homme d'affaires. Mais le sénateur est un collaborateur du chef de l'État. Tu penses qu'il n'a pas les moyens d'appeler les projets pour faire autant? Voilà un exemple concret. C'est un problème de manque de volonté politique. C'est un problème de l'intégration d'être les hommes les collaborateurs. Parce qu'ils ont les collaborateurs. Ils ne sont pas là pour implémenter sa politique. Voilà. C'est ça. Tous ces gens-là que je vous cite là. C'est ça qui sont la mauvaise gestion. Il n'y a pas autre parti politique dans les deux régions là. Il n'y a plus. S'il y a, dites-moi, surtout dans le sud-ouest, ça n'existe pas. Et surtout qu'il fallait démontrer RDPC de Fapo, Manundian, jusqu'à peu près, c'est RDPC. Ça veut donc que tous ceux qui sont là, les maires, alors qu'est-ce qu'on fait? Jean-Paul Biya dit que ce n'est pas de bons collaborateurs, c'est pourquoi il n'implémente pas la vision du chef de l'État. On a un premier ministre qui il trouve se bouge, mais ne retrouve pas l'écho favorable
au niveau des deux régions. Alors, qu'est-ce que les populations... L'argent n'est pas dirigé. Il ne met pas l'argent entre les mains de ces communautés. Ils ne mettent pas l'argent entre les mains de ces communautés. Les maires et les conseils régionaux qui devaient s'assurer à la construction et à la reconstruction, l'argent n'avait pas d'argent. D'accord, mais c'est ça le problème. Mais on donner 15% à un maire dans une zone sinistrée. On ne peut pas. Vous attendez quoi qu'il fasse quoi avec 15%? Disons que au moins avec minimum 40%, ça pouvait leur permettre de construire les hôpitaux, les écoles, les équiper et recruter, même faire le recrutement. Vous le donnez 15%. Vous savez ce que 15% représente dans le budget national? Vous donnez un maire, qu'est-ce qu'il va faire avec? Qu'est-ce qu'il va faire dans une zone sinistrée où l'économie est totalement à plat? Mais on a voté un budget pour reconstruire dans cette zone sinistrée. Écoutez, rien à voir avec le budget. Non, arrêtons un peu avec cette propagande-là. La vérité, c'est ce qu'il veut. On n'avait pas besoin de l'argent de président de la République. On a les contribuables. Je dis bien l'argent des contribuables. C'est même l'argent du président. Peut faire quelque chose. Non, pardon, on a dit que c'est le président qui... Attends, qu'est-ce qu'on dit? Attends, on dit que c'est le président qui a donné. On n'a pas dit ça. Non. Disons les choses. Mais c'est vous français. Vous l'avez écouté. Donc maintenant, non. Ils ont dit que c'est de l'argent le président de la République. C'est de l'argent des contribuables. On devait dire que dans le budget de l'État, il y a 40% qui va aller dans le rayon. Et puis, l'État contrôle maintenant comment ils utilisent cet argent-là. Il ne devait pas être que c'est le président qui a signé. Donc le président doit être partout. C'est un agent qui doit construire, celui qui a tout le Cameroun. Il n'est qu'un serviteur. Comme vous et moi, demain nous allons être là. Nous ne serons que les serviteurs. On n'est pas dans un monarchie, on n'est pas dans un monarchie où c'est le président, où c'est le monarque qui contrôle tout. Non, mais ça ne pas là. D'accord, c'est Ayouk. Oui, apôtre. Oui, il faut dire à M. Ayouk que les hommes qui sont actuellement choisis et présentés aux populations pour essayer de résoudre les problèmes que ces populations ont sont d'abord impopulaires pour commencer. On choisit toujours des gens impopulaires. La plupart des élites du nord-ouest et du sud-ouest ne peuvent pas aller chez eux ouvertement. Ils y vont en cachette et sous haute escorte. Ce sont des impopulaires. Donc ce que nous devons comprendre, c'est que tant que nous allons continuer à entretenir cette dictature sauvage qui est installée du côté de Yaoundé, pour dire que non, vraiment, ça va aller dans les régions. Rien. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut démocratiser le Cameroun. Permettre aux populations de choisir librement leurs dirigeants. De telle sorte que quand quelqu'un ne vous donne pas la satisfaction que vous attendez, vous mettez cette personne de côté. Vous choisissez une autre personne. Mais on vous impose quelqu'un là. Depuis des décennies et des décennies, la même personne est là. À chaque fois, la personne est réélue. On dit que ça, on a décidé. On est encore une chose. Oui, bon, les populations. Elle dit qu'elle ne veut plus. Les populations ne veulent plus de ces gens-là, mais ils n'ont pas le pouvoir, n'est-ce pas, la preuve, c'est que les autres, des personnes qui faisaient partie aussi du NOZO, mais qui ont été plusieurs fois, comme par exemple le cardinal Toumi, paix à son âme, il a été plusieurs fois enlevé et libéré. Le président Nidjon Fundi a été plusieurs fois enlevé et libéré. Parce que ces gens ont des revendications. Et ils disent, va dire telle chose. Et quand la personne essaie même de répercuter, n'est-ce pas, ce que ces gens-là veulent, on dit non, les invasionnés, il faut qu'on les écrase. Il y a des gens qui pensent que cette guerre peut... Quand eux-mêmes ils disent que c'est une guerre asymétrique, et ils pensent qu'ils peuvent, que les militaires vont résoudre ça par quelle magie. Puisque c'est la guerre qui se trouve dans les têtes des gens. Je n'allais pas seulement voir quelqu'un comme ça en route avec une machette, vous tirez sur lui, vous dites que c'est un ambazonien. Donc ce que nous devons comprendre, c'est que tant que le Cameroun ne sera pas... Parce que nous aussi, je parlais de l'extrême nord, vous pensez que quitter maintenant Garoua pour Maroua, les gens font presque 13 heures, 14 heures de temps. Ce n'est pas sérieux. Ndandere Garoua, c'est combien de temps aujourd'hui? Une journée même.
Donc, vous voyez, ce n'est pas... On prend l'argent, on nous dit qu'on est en train de reconstruire le Nozo. Pendant ce temps, nos populations souffrent là-bas. Et je suivais tout à l'heure monsieur Biha dit que... Baïha, sorry. Voilà, oui, monsieur Baïha. C'est Biha ici. C'est monsieur le journaliste. Oui. Non, je l'ai écouté dire... Jean-Paul, si tu préfères. Voilà. Je l'ai écouté dire quelque chose que peut-être que le problème de Boko Haram, par exemple, était déjà résolu et que, bon, maintenant, il fallait peut-être faire la même chose du côté du Nozo. Sauf que là-bas aussi, les gens continuent d'être tués. Les gens continuent à mourir à l'extrême nord. On continue à égorger les gens là-bas. Lié à Boko Haram. Oui, à Boko Haram toujours. C'est que nous devons, ceux qui dirigent le pays doivent comprendre aujourd'hui, c'est que si on entre dans ce que moi j'appelais tout à l'heure le fédéralisme, ça nous permettra nous-mêmes, en tant que ressortissants de l'extrême nord, de nous organiser pour notre propre sécurité. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, les jeunes qui travaillent avec l'armée là, ils n'ont pas même les armes, hein. Ils ont des flèches, ils ont des épées, ils ont des armes, des lance-pierres. Mais nous, on pourrait donc les utiliser, on pourrait donc les recruter pour qu'ils fassent partie de votre armée personnelle dans la partie septentrionale. C'est ce qui se passe dans des pays comme le Nigeria. Comme le Nigeria, tout ce qui se passe au Nigeria. Chaque région doit avoir sa police. Que nous devons former, nous formons nos polices, notre police, selon les problèmes, nos réalités que nous avons. On ne va pas former les gens de l'extrême nord comme les gens, par exemple, qui sont comme les gens du littoral. Vous savez que là, dans le littoral, ils ont le vouri, ils ont tout. Alors que chez nous, on a parfois des zones désertiques, on a parfois des zones comme ça. Il faut aussi une police, une armée adaptée. Donc, aujourd'hui, nos frères sont tués comme ça par les Boko Haram parce qu'ils n'ont que les flèches. Les militaires qui sont armés, le temps qu'ils arrivent, que les gars ont déjà fini de brûler tout un village, ils sont partis. Donc, il faut qu'on comprenne que au nord-ouest, c'est la même chose qui va se passer là-bas. Les populations vont s'organiser pour leur sécurité. On sait que toi, ton fils là, il est en brousse. Toi là, on sait que tu as 2 fils là-bas. Donc, il faut te battre. Même en ce moment, ils le savent déjà. Voilà. Ils le savent. Pas comme s'ils le savent. On va savoir donc comment se protéger. Et maintenant, on l'utilise. Maintenant, on doit... Vous devez un pan de cette discussion. Oui. Ils le savent maintenant, mais ils ne sont pas protégés. Ils ne sont pas protégés puisque je vous dis que... Ils le savent. Vous pensez que c'est ce qu'on appelle à l'extrême nord le comité de vigilance. Et ils sont là pour, n'est-ce pas, observer et puis essayer de prévenir l'armée. Et qu'est-ce qui empêche qu'on ait le même temps dans le Nozo? Qu'est-ce qui empêche? Non, mais dans le Nozo, vous savez, dans le Nozo aujourd'hui, les gens se retrouvent parfois entre le marteau et l'enclume. Puisque les ambazoniens viendront vous égorger jusqu'aux chiens, parce qu'ils vont dire que vous donnez des informations à l'armée. Et maintenant, entre-temps, quand vous donnez plutôt les informations aux ambazoniens, c'est l'armée maintenant qui vient intervenir. Vous voyez, les gens se retrouvent coincés. On ne sait plus à quel sens se vouer. Sauf que moi, en tant qu'apôtre de Jésus, que je les appelle à se vouer à Jésus. Mais on doit comprendre que la réalité, c'est que chaque population connaît les réalités qu'il faut mettre sur pied pour résoudre des problèmes que ces communautés-là ont. Et ce n'est que le fédéralisme qui peut résoudre ce problème. Donc, qui commence déjà par signaler ce qu'il faut pour résoudre ce problème dans ces conditions. C'est ce que les gens disaient. On nous a fait comprendre que le président était très soucieux de ce qui se passe au Nozo. Apôtre. Il est à l'aise maintenant. Si là-bas aussi, les gens aussi utilisaient les armes. Apôtre. Il a travaillé, il devait aller se reposer là-bas comme ça. Apôtre. En attendant, on est encore à la décentralisation au Cameroun. Et en attendant que... Personne ne va vous laisser. Vous devez vous battre pour un plan. Voilà, en 2025. En attendant que vous le preniez en 2025, nous on cherche des solutions qui cadrent avec... le fédéralisme. Non, avec ce qu'on a aujourd'hui. Voilà. Comme ça, quand vous viendrez, vous mettrez le fédéralisme et vous allez résoudre à la façon fédérale. Tout à fait. Pour l'instant, là, au Cameroun, nous, on a la décentralisation. J'ai quand même une question. 32,6 milliards, on nous a annoncé déjà mobilisés pour résoudre ce problème. On était à 11,5 milliards l'année en 2022, mi-2022, et puis c'est monté à 21,1 milliards l'année dernière. Là, on en est à 32,6 milliards de francs CFA mobilisés pour reconstruire le Nozo. Ce qui est gênant, c'est que chaque fois qu'on parle du Nozo, on ne parle jamais d'argent.
Combien a déjà été injecté pour faire quels travaux? On nous dit simplement la reconstruction est en cours, il faut réajuster, il faut réaménager. On ne nous parle pas d'argent, Jean-Paul Baya. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Nous sommes dans un... on annonce, nous sommes après dans un mimétisme. Un cercle vicieux. Ou alors le marché se passe, on ne sait même comment. On ne vous a jamais dit, par exemple, la route peut-être Kambe-Kumbu va être construite et voilà ce qu'on a dépensé. Voilà, voilà. C'est un peu gênant. Et je reviens à dire, il y a un problème de mentalité. Le Premier ministre, seul dans le combat, dans ce marathon, il sent qu'il est lâché. C'est pour ça qu'il crie au secours. Venez, on le fait ensemble parce que je ne dois pas le faire seul. Et quand vous regardez bien, le Premier ministre, c'est quelqu'un qui a les mains, a les bras ouverts, qui veut bien partager son pouvoir avec ceux qui veulent accompagner dans ce travail. Donc, c'est un peu difficile de faire une analyse réelle ou en profondeur pour vous dire qu'on est parti de la reconstruction à 32 milliards. Ce n'est pas le chiffre qui nous importe. On veut voir les actions concrètes menées sur le terrain. On veut voir, voilà, aujourd'hui par exemple, on a pris les maires, comme il disait, tous ces maires, on a dit aux maires, voici la mission, allez parler aux populations, parce que moi j'ai été, par exemple, à Bouya, chez une amie, vous dormez là, ces gens passent la nuit, ils ont des codes. Et si on sait que moi, étranger, je suis là, moi, on va m'égorger. J'étais obligé de me cacher là-bas. Et quand ça commençait, j'étais à Kambe pour un match. Pangoulette de Kambe jouait en Ligue 2. Quand la fête nous a commencé, le stade était sous escorte. Et vous voyez les gens parler avec des codes. Mais vous entrez seulement dans votre voiture, vous repartez en courant. Sur la route de Kumbu, Pangoulette, là, ça chauffait. Aujourd'hui, peut-être, ça a baissé parce que pour la dernière fois que j'ai mis mes pieds, c'était en 2022. Donc, je pense que les chiffres importent peu. Il faut, même vous, quand vous donnez à votre enfant de l'argent pour acheter soit des habits, ou quand vous rentrez le soir, vous dites, qu'est-ce que tu as acheté? Le type vient présenter. C'est ça. Il a fait le travail, non? On peut continuer. Ça veut dire qu'il mérite une certaine... Mais comment se fait-il que depuis on confie des missions, des marchés, de l'argent aux gens, rien n'est fait sur le terrain? On continue à leur donner l'argent. Il y a quand même problème. Donc, voilà, je pense qu'il faut que quelque chose soit fait. Je vous ai dit que l'administration a des codes pour communiquer. Le cri du Premier ministre, ça dit tout. Voilà. Juste pour dire que, comme l'a dit, n'est-ce pas, le journaliste, cette affaire, n'est-ce pas, des dépenses qu'on ne voit pas, des dépenses fictives, là. On ne peut pas tracer. C'est la même chose avec les lignes 57-65 là. C'est la même chose avec le stade de l'MB pour Biaki ne finit jamais. C'est la même chose avec l'Ars Yaoundé qui ne finit jamais. C'est la même chose avec les... Vous voyez un pays où ça fait déjà 10 ans, 20 ans, 30 ans, on n'a pas vu une entreprise construite au nord ou au sud ou à l'ouest ou ainsi, rien. Rien n'est fait. Mais l'année dernière, on était à 21,1 milliards. 2024, nous sommes à 32,6 milliards. En 2027, on sera à 50 milliards. En 2026, on sera à 60 milliards. Mais on parle de l'argent qui s'en va, mais on ne voit pas ce qui est fait. Mais ça, c'est un crime contre la jeunesse. C'est un crime contre le peuple. Une jeunesse, n'est-ce pas, qui est sans emploi. Une jeunesse qui souffre, qui est aux abois. Que cet État, n'est-ce pas, fasse quelque chose. Ces gouvernants-là savent que le président bien est fatigué. Ils savent qu'il est lent à sanctionner. Voilà pourquoi ils pillent les caisses de l'État. Bon. Madame Rosalie, Après, ils vont venir quelque chose. Comment vous allez Ces chiffres, on n'a pas besoin d'une commission pour aller construire ou reconstruire. Les maires, les conseillers régionaux, on a juste à donner mettre cet argent à leur disposition. elles-mêmes choisissent. Et ils vont savoir qu'est-ce qu'il faut construire et qu'est-ce qu'il faut reconstruire. Ils sont là pour ça. Ce n'est pas Yaoundé qui va aller construire. Ce sont les choses qui ne doivent plus exister. Donc le Premier ministre doit arrêter de nous dire ce genre de choses. Je sors dans la zone. C'est lui qui l'a donné. Donc, c'est des maires, les conseils régionaux et les chefs sont là. Ils attendent juste de l'argent pour commencer faire le travail. Donc, ne vous posez plus de questions. Allez simplement donner 32,6 milliards. Vous donnez d'abord 20.
Bon, si ça existe encore, parce que on ne sait pas combien doit être utilisé aussi. Hein. Ici, Parce que moi, je n'ai pas des chiffres. Je ne sais pas combien doit être utilisé sur les 32,6 milliards. Parce que la vérité, c'est que si c'était un parti d'opposition qui, avec les mairies et le conseil, il devait dire que non, on n'a pas confiance à ces gens-là. Mais ce sont des gens que ce sont eux-mêmes qui ont mis là-bas. Pourquoi ils n'ont pas les gens qui ne vivent pas là-bas, il faut aussi le dire. Les gens qui vivent la plupart ici qui sont des vrais. Donc, cet argent-là, cette commission-là, comme ce qu'ils disent, la task force là, ça n'a pas sa place. On ne les connaît pas là-bas. La task force, on ne les connaît pas. On connaît les maires, on connaît les conseils régionaux et on connaît les chefs qui sont là-bas. Et qui vont faire ce travail-là. Monsieur, donc les populations là-bas, on des seaux, des matelas et consorts. Dès que les gens là tournent le dos, les ambassadeurs viennent récupérer, ils brûlent tout. Parce qu'ils ne veulent pas ce qui vient de Yaoundé. Et maintenant, on va continuer à prendre les gens et à les envoyer toujours avec de l'argent que les populations ne vont pas utiliser. Ils vont détruire tout ça après. D'accord, ils auront chiffré qu'ils sont partis quand même avec et que ça a été détruit. Du coup, vous allez encore cotiser pour envoyer la suite. Non, on ne va pas cotiser éternellement. Hein. Voilà le syndicaliste Tchoudien à qui je souhaite un bon début de mois. Oh là là, merci. L'apôtre Charlemagne dans des bénédictions dans notre genre, attendant vivre l'alternative au sein du FDR. Bonsoir mon ami James du PCL Nounou. Valorisant son président Tron et des alliances pour un changement. La chaîne nationale sur Info TV, welcome. Oui, cette grande dame de la communication m'a émerveillé par ses prises de parole, sans oublier sa force de caractère, quelles que soient les intempéries médiatiques des années de braise. C'est ma sœur Thomas qui parle sûrement de Suzanne Kalalobé. Wow, nous sommes dans des nuages de la reconstruction, oubliant que la paix ne s'impose pas avec des armes. Elle s'obtient dans une rencontre, dans des rencontres, dialogue, concession. Avant que de penser à la reconstruction, il y a un véritable travail sociologique très profond à faire. Malheureusement, la roubladise politique que nous avons vécue dans des accords de Fumban pour l'ère Babatoura Idio et son premier ministre aujourd'hui, Nomgui, a été avec le temps ce volcan endormi qui plus tard s'est réveillé pour jeter des laves de fédéralisme, sécession, sans oublier cette décentralisation endormie dans des tiroirs de l'oubli des caciques pyromanes politicatrons, du rassemblement des danseurs et percussionnistes nutritionnistes. Malchance. Ils ont mal au ventre. C'est Thomas Massoc qui nous écrit. Bonsoir ma chère belle-sœur. D'accord. Tu as épousé qui chez moi? C'est toi qui es là-bas. Non. Certaines personnes bien ne vivent pas longtemps sur cette terre des méchants. Elles ne supportent pas l'environnement dans lequel nous vivons aujourd'hui. Trop de haine, de jalousie. La dérive langagière, contrairement au temps où le respect des aînés, le partage et l'amour du prochain faisaient le vivre ensemble. Paix à son âme, Mama Kalalobé, repose en paix. Merci Madame Rosalie, vous permettez à certaines personnes de s'essouffler, car après votre plateau, les gens sont muets comme des carpes. À entendre les gens parler, personne n'a fait un tour de ce côté, mais visiblement, la reconstruction est effective malgré les petits démons qui ressurgissent de temps en temps. La succession dans notre pays a été neutralisée, contrairement la sécession, je suppose que c'est ce qu'il voulait dire. Hein. Est-ce qu'il a écrit la succession? Non, je suppose que vous voulez dire la sécession. Dans notre pays a été neutralisé contrairement aux autres pays que nous connaissons tous. Les politiciens comme Tchoudiem, connus grâce à vous, ne font que dans la surenchère langagière. Qu'ils se mettent en mission et qu'ils nous fassent le bon compte rendu la semaine prochaine. L'œuvre est difficile, mais la critique est aisée. Nous avons tous un travail à faire. Moi, j'y ai été pour faire ma part. C'est Franck depuis Bokito. Monsieur Adam, où sont les hommes populaires de l'extrême nord pour parler fort et arranger les routes ou faire arrêter les tueries comme au Nozo? Il n'y a personne de populaire. Quand vous expliquez fédéralisme, on comprend que vous comprenez moins le mot fédéralisme. C'est Franck depuis Bokito. On va partir du côté de la Guinée ce soir. Bonsoir madame, pourquoi le pouvoir de M. Biya est sourd jusqu'à ce niveau? À cause de l'orgueil, de l'arrogance, les Camerounais sont en train de s'entretuer depuis 7 ans. Pourquoi M. Biya ne peut pas avoir pitié de ses propres frères? M. Biya, vous êtes fils de catéchiste. Que diriez-vous au bon Dieu quand vous quitterez ce monde? Qu'avez-vous fait avec le pouvoir? Comment vous pouvez trouver le sommeil avec autant de familles en deuil autour de vous? Que retiendra
Qu'attendra-t-on de vous? C'est beaucoup de questions. Hein? Un président qui a décimé sa propre population à cause de l'orgueil, quel est le prix d'une vie, Monsieur le Président? Comment peut-on construire dans une zone en guerre? Vous construisez même quoi, Monsieur le Président? Vous construisez sur des cadavres? Monsieur le Président, s'il vous plaît, Dieu vous regarde. Bonsoir à vous, madame. Oh, madame Rosalie, on parle de reconstruction. On reconstruit quoi dans la guerre? Que les élites de ces deux régions doivent d'abord démissionner. Premier ministre Joseph, ministre délégué chargé de l'économie, Paul Tasson, Mafani Moussongue, Yann Filemon, etc. et qu'ils parlent à leurs frères. Eux demandent à leurs frères ce qu'ils veulent. La paix va revenir. Didier depuis Yabassi qui nous écrit. On part du côté du Gabon. Madame Dessélé, bonsoir. Très belle émission. Le monsieur en costume maillot dit que la solution c'est le fédéralisme et cite le Nigeria comme exemple. Je me demande s'il y a la paix au Nigeria. Ceux qui ont pris les armes n'ont jamais dit qu'ils l'ont fait pour le fédéralisme. Je pense qu'ils parlent là en son propre nom. Autre réaction? Non, s'il vous plaît, j'ai dit qu'on soit un peu bref, hein, ça nous facilite. Bonsoir Madame Rosalie, je voudrais que si possible, Monsieur Baïha me passe son numéro. C'est son frère Martin Mengele d'Ezeka. Bonne fin d'émission. J'ai oublié de vous dire qu'on retrouve toute la famille quand on passe ici très souvent. Bonsoir le plateau. Le problème de la reconstruction du Nozo avait été mal expliqué au chef de l'État. Tout ce qu'on raconte là, le président n'est pas au courant. Les proches collaborateurs trompent le président. Voilà. Aujourd'hui, on contracte la dette pour rembourser la dette. Le ministre des Finances ne voit pas qu'il a exagéré là. Je viens de lire qu'on vient de contracter encore une dette de 300 milliards pour rembourser la dette. Lonsimeli Polydor de Bafoussam. Oui, on va en parler sûrement demain dans le cadre de cette émission. La dette sur la dette. On va finir. Nos enfants, nos arrières paieront. Bonsoir la Rose Internationale. Pour que la paix revienne complètement au Cameroun, bien son régime doivent partir. Nous, les jeunes, nous sommes fatigués. Trop, c'est trop. Ils veulent nous intimider, mais cette année, il n'y aura pas d'intimidation. Ça passe ou ça casse. La jeunesse est révoltée. C'est Christian depuis Douala. Bonsoir, le plateau. La guerre du Nozo, c'est la conséquence de la mauvaise gouvernance. Comment peut-on prétendre reconstruire une région en proie gravissimement au kidnapping, attentats, guerre frontale avec des FMO? On va reconstruire comment? Il y a un désordre gouvernemental incompréhensible dans la gestion du Cameroun. Sommes nous-mêmes toujours gouverner? C'est Jean-Paul depuis Nangueboko qui pose la question. Bon, je suppose, hein, le président, on l'a vu quand même, il est à Paris. Donc, est-ce qu'il est encore à Paris? Est-ce qu'il est encore à Paris? Non, il est à Paris. Il est à Paris. L'information n'a pas changé. L'information, n'a pas changé. Okay. La guerre du Nozo nous fatigue. Parlons encore des problèmes des enseignants au Cameroun. Les enseignants ont corrigé le bac et le probatoire, mais ils ne sont pas encore payés. Ah, ça arrive, laissez d'abord les examens. Finissez d'être livrés. On va revenir parler de vous. Bonsoir Rosalie. La reconstruction n'est-elle pas très vite pensée alors que l'insécurité est encore réelle? Il faut aussi reconstruire le sud. Nous avons besoin des routes, notamment Ebolova-Kribi par le DOP. C'est le docteur Joël Lemé qui nous écrit depuis Ebolova. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se réveille dans ce pays à demander, à revendiquer. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pris quand même ceux qui sont moins violents, hein, parce que vous êtes... très remonté. Hein. De toute façon, le message est rentré dans les oreilles. Il fallait arriver. On attend maintenant les réactions et on espère sincèrement que nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest auront des meilleurs jours à venir, hein, et que très vite ça va aller de ce côté-là. Nous, on va poursuivre notre débat sur ce plateau. Le sujet reste ouvert, vous le savez. On ne peut pas tout dire en une émission. On reste au guet de l'actualité et on reviendra ici à en parler. Sur le cas, par exemple, de l'incivisme au Cameroun. Là, je commence par vous, apôtre. Vous êtes un homme de Dieu. Il paraît qu'on est seulement en train de dire que le gouvernement ne nettoie pas les ordures. Oh, les routes ont les trous. Et il paraît également que les populations elles-mêmes exagèrent. Ils mettent le feu sur les routes pour briser les prunes et les plantains. C'est la saison en ce moment. Hein. A dit, eux-mêmes ils ont des comportements, ils mangent les arachides, ils jettent partout, ils mangent les bananes, ils lancent les pots. Donc du coup, eux-mêmes ils contribuent à la situation dans laquelle on est. Il y a les toilettes, bon, je ne veux pas dire, est-ce qu'il y a les toilettes publiques? Bon, il y a le peu de toilettes publiques qu'il y a, les gens préfèrent déféquer, uriner partout. Du coup, on a des villes sales parce que nous sommes sales.
C'est le constat. Vous partagez ou pour vous, on n'est pas fautif? Non, mais On subit seulement. les populations sont à blâmer. Ah, Les d'accord. populations sont Parce à que j'ai blâmer. cru que Parce que on était des innocents. non, non, non. Parce que justement, quelqu'un a parlé du laxisme sur ce plateau et je pense que c'est ça aussi qui est à l'origine. Parce qu'ici, on ne punit pas. Et ce qui fait que chacun fait ce qu'il veut. Vous pouvez voir quelqu'un carrément pisser là, la poste centrale. S'il a trop fait, c'est de tourner le dos seulement aux autres Camerounais qui passent. Et c'est pas bien, c'est pas bien. Surtout que il n'est pas bien pour l'être humain de toujours sortir, n'est-ce pas, son sexe pour le brandir comme ça devant les gens, ça n'est pas bien. C'est quelque chose de très compliqué. Donc il faut dire aux Camerounais que l'incivisme est véritablement la faute des Camerounais que nous sommes. Parce que la maman qui s'engage à rôtir le maïs au bord de la route, bon, est-ce que elle ne sait pas qu'en faisant cela, cette activité-là elle contribue à salir la ville? On n'a plus de trottoir, hein? Ce sont des étals passez de là, vendeurs de terre, de poulettes. Ceux qui sont dans le Fundi, vous passez à Vokatanambala, vous allez dans tous les marchés de Yaoundé, pas de trottoir, les trottoirs sont occupés par les vendeurs. Et ceux qui sont là pour vendre et ceux qui sont là pour vous fouiller les poches pendant que vous passez. Donc, ce que nous devons dire, c'est que pour que cet incivisme-là s'arrête, il faut que ceux qui gouvernent, qu'ils prennent les devants en essayant d'organiser les populations. C'est-à-dire qu'on sait que le moment des prunes, on dit au moment, voilà l'endroit que vous allez utiliser. Et chaque fois que vous vous installez, On va trouver l'endroit là où on doit s'arranger. Puisque je vois la communauté urbaine avait essayé à un moment donné là de fabriquer les kiosques, mais on ne sait pas par quelle magie les gens font pour avoir ces kiosques-là, parce que les gens refusent de communiquer. Ils préfèrent que les gens fabriquent des choses là avec des matériaux provisoires qui vont venir casser de temps en temps. Et c'est ce qui se passe là sur la piste qui relie Nsimalen à Yaoundé-Centre. Parce que justement, les gens ne veulent pas travailler. On a vu comment l'ancien délégué Timievuna a carrément, n'est-ce pas, pondu une lettre pour dire que celui qui est actuellement aux affaires passe son temps plus dans le bureau, qu'il devrait aussi un peu sortir pour voir ce qui se passe à l'extérieur. Donc c'est une manière de dire que c'est en étant à l'extérieur qu'on va organiser. Pour ceux qui sont là pour retirer le maïs, voilà, voici votre couloir. Pour ceux qui sont là pour tel, voilà votre couloir. Et on aménage, on fait quelque chose de très propre, d'attrayant. Moi, je ne me trouve pas souvent dans ce genre de choses-là. Parce que vraiment, ce n'est même pas hygiénique. Bon, de faire. Et puis, vous allez trouver une maman carrément s'asseoir là en train de rôtir le plantain et le prune à côté de la poubelle. Poussière. À côté même de la poubelle. Avec toutes ces odeurs-là. Les mouches. Donc, vraiment, c'est pas bon. C'est pas bon. L'incivisme, vraiment, c'est ça qui soit le Camerounais, vraiment, ça a dépassé les limites. Je ne comprends pas comment on peut décider de vivre dans cet environnement-là. Parce que si aujourd'hui, on se retrouve à ne pas avoir de trottoir dans une ville comme Yaoundé, parce que les gens vont, et même les mairies qui viennent délivrer ce qu'ils appellent souvent occupation temporaire. Quand eux-mêmes ils utilisent ce genre de français là, est-ce que ça passe? Donc, les populations sont à blâmer largement, mais ceux qui gouvernent aussi sont à blâmer parce que ce sont eux qui doivent fixer le cap. En disant à un moment que comme vous êtes assis ici là, la journée c'est 200 francs, ainsi de suite, et ça permet à ce que l'argent puisse entrer aussi dans les caisses de la mairie. Michel Gabriel Toudiem, une population qui finalement a peut-être des dirigeants qu'elle mérite aussi, puisque si la population n'arrive pas elle-même à embellir son environnement, comment l'autorité peut réussir à imposer le fonctionnement? Ça, c'est un problème d'éducation. L'éducation commence au niveau familial. L'éducation, c'est d'abord l'affaire des parents à la maison. C'est là où tout commence. Après, maintenant, après le cercle familial, il y a donc le milieu scolaire où l'éducation doit continuer. Vous voyez? Et maintenant, au niveau, n'est-ce pas, de la société, nous avons les mairies, nous avons ce qu'on appelle la police municipale. Et quand je fais même pas ça en revue, tout ce que l'apôtre vient de dire là,
c'est un travail, ça c'est des malaises qui doivent être résolus par la police municipale. Notamment nos mamans qui vendent en bordure de route, presque à proximité du C'est leur boulot? Ouais. Oui, ils sont là pour réguler, pour mettre la propriété, pour, n'est-ce pas, discipliner la population. Ils ne sont pas seulement là. De pas y jeter, Ils ne sont pas seulement là pour casser les motos. Il y a un service d'hygiène à la mairie. Il doit s'occuper de ça. Ils doivent entrer dans les concessions, voir, vous faites vos besoins où. Pourquoi il y a des herbes ici, là, comme ça? Voilà. Si la semaine prochaine, on vient, on retrouve encore le même, vous allez payer tant. C'est comme ça. C'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que Bamenda a été propre. C'est comme C'est ça. parce que là, tout le Cameroun était propre. Au lieu d'aller créer des... Aujourd'hui, là, les gens gardent les boutiques tellement fermées. Vous voyez, par exemple, le marché de Mfundi, chaque dimanche, le marché de Mfundi est fermé parce que on a imposé la propriété. Oui, mais est-ce que les gens sont dans la propriété? Parce qu'on a remarqué qu'au Cameroun, d'ailleurs un volet important de cet incivisme. On a fait je voulais dire que c'est fermé, tout le monde dort, on attend 11 heures pour continuer. Non, mais moi je crois que le lundi, quand on revient, par exemple, au marché de Mfundi, où j'y vais parfois, on voit quand même la propriété. D'accord. On voit quand même la propriété. Et je crois qu'au niveau de Mokolo, il y a un jour, là, je crois que c'est mercredi, où le marché est fermé pour la propriété. Voilà des exemples à suivre, à copier. Mais monsieur Tudjem, les marchés comme Mokolo, on ne ferme pas ce genre de marché. On peut nettoyer le marché dans la nuit. Écoutez, il faut seulement s'organiser. Écoutez mon apôtre. Il faut s'organiser. Non, écoutez mon apôtre. Si on peut fermer le marché une fois par semaine pour des raisons d'hygiène publique, c'est quand même le plus ça c'est utile, c'est important. Ça c'est des actions à encourager. Que ce soit fermé dans tous les autres secteurs. Vous voyez? Bon, ça devrait même être le cas même dans nos gares routières. Les gares routières, généralement, sont des poubelles. Ça, c'est là-bas où les bandits viennent se rassembler. Vous voyez? Donc que la police municipale n'aille pas seulement là-bas pour estorquer de l'argent, mais pour discipliner, pour mettre de l'ordre et appeler les gens à beaucoup plus de moralité, à sensibiliser la population, pour que ça marche. D'accord. Donc vous comptez sur la police municipale pour mettre les populations au pas. Jean-Paul, toi tu visualises ça comment? Ne parlons pas encore de police municipale parce qu'il n'y en a pas. Ouais. Il faut former les gens pour la police municipale. Et quoi qu'ils sont en formation. Quand ils seront bien formés, on pourra évoquer ce problème. Maintenant, il y a des solutions. S'il n'y a pas la police municipale, il y a des services d'hygiène dans chaque mairie. Les services d'hygiène peuvent procéder à cela. Mais là, vous avez seulement parlé d'incivisme, peut-être sur le plan vestimentaire, sur le plan social. Mais cet autre incivisme des taximans qui payent les impôts pour 5 places et qui surchargent chaque jour. Vous n'en parlez pas pourquoi. C'est aussi une forme d'incivisme. Rendez-vous compte que vous payez même bien, on a dit 350, vous payez 500, vous voulez vous asseoir à la casse avant, on vous dit non, on va surcharger. Et vous êtes d'accord avec. Vous voulez que c'est le président Paul Biya qui vienne dire que non, c'est 5 places, ne transportez pas 6, il faut qu'on commence à changer en bas pour que vous revendiquiez le changement d'en haut. J'évoque encore un autre cas. Vous avez, les gens ont longtemps dit, le président Biya ne fait rien. On nous a donné les plus grands stades de l'Afrique. Les Camerounais, au lieu de s'asseoir sur les sièges, sautent sur les sièges au stade. Moi, je suis constamment sur les stades. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit se comporter? Ça, c'est l'incivisme. On vous a donné des infrastructures, vous ne les gardez pas, vous les vandalisez, pour après revendiquer quoi? Je crois qu'on doit être de bonne foi. Nous sommes tous des personnes incultes. On doit être conséquent. Il faut qu'on nous éduque, parce que nous ne sommes pas éduqués. Vous êtes assis dans un taxi et vous jetez... Comme c'est la saison, là. Monsieur Barachi. Monsieur Barachi. Allez qu'il a jugé. Jésus est discipliné. Jésus est discipliné. Donc, vous demandez de ramasser. Vous n'avez pas éduqué, vous allez nous votre père apôtre. Jésus était discipliné. Amen. Merci. Donc, je pense que nous sommes en train peut-être de traiter ce sujet à la volée. Autre cas d'incivisme, vous avez parlé tout à l'heure de ces détournements. Un cercle vicieux, quand vous n'êtes pas là, on ne vous passe pas le marché. Quand le marché est même passé pour qu'il soit payé, alors vous avez dit qu'on parlera tout à l'heure de la dette interne.
Là encore, si j'avais été là, j'allais évoquer d'autres choses. Mais comme ce n'est pas le sujet, je pense qu'il y a un problème de mentalité. Je reviens avec. Parce qu'il a dit, la famille est la première cellule qui éduque l'enfant. Oui. Quand on a raté l'éducation de base, on peut se rattraper à l'école primaire, au collège. Voilà, vous avez même enlevé la morale à l'école primaire. À l'école primaire, quand on entrait à la CIL, le maître vous donnait une petite leçon de morale. Et on chantait. Ça restait là dans la tête. Quand on a raté dans l'éducation de base, au lycée, on a raté. Quand on est à l'université, c'est la jungle. Tout le monde, sur 100 étudiants, peut-être sur 100 bacheliers, 50 vont vous dire, je vais faire sciences éco. Pourquoi? Parce qu'il va aller travailler aux impôts pour détourner. Personne ne va te dire, je vais faire peut-être génie civil, parce que je vais travailler pour construire le pays. Tout le monde a seulement les idées d'aller travailler là où on va toucher de l'argent et pour faire le détournement. Ça veut dire que dans la mentalité, on a raté. Donc la cellule de base, qui est la famille, on devait commencer à éduquer les enfants. Dire aux enfants que quand on va à l'école, l'essentiel n'est pas d'avoir une tête bien pleine, elle doit être bien faite. Parce que quand une tête est bien faite, même si vous n'avez pas eu les diplômes, j'ai vu des gens qui ont eu des diplômes et qui respectent leurs camarades qui n'ont pas eu de diplôme et ils savent que ces personnes, leurs camarades sont compétents plus qu'elles. Donc, en marchant ensemble, quand on dit aux enfants, voilà, dans la vie, il y a deux choses. Vous pouvez réussir, vous pouvez échouer. Mais si vous avez échoué, voilà comment vous pouvez faire pour vous rattraper. Il ne faut pas réussir à tout prix ou à tous les prix. Mais si on réussit, voilà le chemin à suivre. Est-ce qu'on prend la peine de causer avec nos enfants? Nous, on a raté parce que les parents ne voulaient pas causer avec nous. Pour un tout petit exemple, un parent trouvait que parler sexe ou dire à un enfant, à un garçon, si tu vas avec une fille chaque fois, sache que tu peux avoir un enfant. Combien de parents l'ont fait? Vous allez voir que nos aînés et nous-mêmes, nous avons un enfant avant le mariage. Parce qu'on n'a pas été éduqués. Si on a dit à l'enfant, si tu vas avec une fille, tu auras un enfant et ça sera à ta responsabilité. Tu ne travailles pas, tu ne pourras pas garder un enfant. C'est qu'on n'a pas des enfants dans la rue. C'est qu'un parent n'est pas en train de dire à son fils, comme tu as fait ça, sort. Parfois, le type a ses problèmes, ou il veut résoudre ses problèmes, il chasse l'enfant. Donc, il y a autant de choses. Réussir dans la famille, d'abord, c'est quelque chose de très important. Quand on a raté, le reste, vous aurez d'abord un ministre qui va détourner, vous aurez un ministre qui va gronder sur ses collaborateurs, vous aurez. Donc, je pense que l'incivisme, c'est un problème sérieux. Et il faut qu'on nous éduque. Et il n'y a que l'Église qui peut réussir. Même si, à un moment, on pense que l'Église même doit se remettre en cause pour tel ou tel autre comportement. Mais je pense, jusqu'à preuve de contraire, c'est les hommes d'Église qui sont en train de rater, parce que quand on est dans une société comme la nôtre, où les jeunes crient, les retraités crient, les personnes du troisième âge ne sont pas respectées, il y a ceci, il y a cela, tout ça, ça fait l'incivisme. Donc l'Église doit tirer la sonnette d'alarme. Je profite en sortant pour dire, comme l'évêque de Nîmes ces jours a crié en disant que au lieu de célébrer le sport, on est allé célébrer d'autres valeurs qui ne servent à rien aux Jeux Olympiques. Voilà. James Abbott, on est dans une situation, il a fait une très belle peinture, c'est ce qui m'arrange, de toute la société, plusieurs pans. Mais sa chute a été intéressante. On doit nous éduquer. Il propose l'Église. Qui doit éduquer les Camerounais? Les vieux sont gâtés. Excusez-moi l'expression. C'est pas tous les vieux. Je pèse mes mots. Voilà, c'est pas tous les vieux. Tu es vieux. C'est pas tous les vieux. Je vais arriver à ton âge. Parce que les vieux sont gâtés. Et qui? Il a dit ceux du milieu, on les a abandonnés au carrefour. Ils se cherchent partout, donc ils ont abandonné aussi les enfants. Les enfants sont déjà gâtés. Qui va venir sauver qui dans la situation où on est aujourd'hui au Cameroun? Rosalie, je vais vous dire quelque chose. Nous sommes, je vais toujours rappeler à tout le monde, tout le temps, parce que nous sommes aussi en train d'éduquer les Camerounais. L'éducation dans la République, l'édification de la nation demande la participation de tous, je dis bien, de tous les enfants de la République. Et la République, dans son organisation socio-culturelle, a des valeurs
a des valeurs. Les valeurs du Cameroun sont lesquelles? Ne récitons pas. Allons concrètement. De la République. Oui, nous sommes dans une République du Cameroun. Les valeurs du Cameroun aujourd'hui sont où? Je vais prendre un exemple simple. Prenez notre hymne national. Est-ce qu'il est écrit quelque part que les enfants de notre pays, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, doivent rechercher la paix, l'amour, la joie et la gentillesse? C'est écrit là? Non. Non. Voilà. Non, il n'y a pas ça. Non, il n'y a pas ça. Comment vous dites ça? La paix, Oui, parce que la joie, l'amour, la paix, ça veut dire que vous chantez les choses que vous ne connaissez le pas. travail produit quoi? Vous chantez les choses que vous ne connaissez pas. Regardez, c'est écrit là. C'est écrit, les enfants, non, c'est écrit là. Mais quand vous regardez le comportement, soit de ceux qui sont même dans nos familles, même ceux qui nous dirigent, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a un lien? Monsieur Ayouk parle de quel hymne? Je dis l'hymne national. Est-ce que j'ai mal mon frère? Soit tout C'est là, non? Soit tout en Vous parlez dans le c'est pour ces raisons que nous devons faire beaucoup de recherches lorsqu'on veut parler de certains sujets. Ça, c'est un sujet de l'ordre républicain. Ça demande une approche républicaine. Ce n'est pas libéral. Elle n'est pas économique. Ça touche la mentalité, comme il a dit. Ça touche la morale de la République. Parce que c'est tout le monde maintenant qui est impliqué dans ça. Vrai ou faux? C'est tout le monde. Personne ne fait plus son travail. À la mairie, ceux qui sont là, on les appelle sanitaires et hygiène et salubrité. Ils sont là à la mairie, je les connais. Ils reçoivent même les taxes d'hygiène et salubrité. Il y a un des premiers, c'est 11 000. Que je veux que le maire vienne me dire. C'est 11 000 quand tu payes. Quand tu ouvres, c'est 11 000 que tu payes. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? Comme il a dit, il y a trois choses. L'éducation, la rééducation et la punition. Ceux qui sont plus récalcitrants doivent être punis. On doit éduquer, on doit rééduquer et on doit passer à la punition. Quand vous allez faire la loi est là. vous allez me dire qui doit éduquer. Mais je dis, mais comment? Tout le monde, nous tous, on est impliqués dans l'éducation. Ok. Il a dit que dans la famille, hein? Mais nous tous, nous ne pouvons. Non, c'est pas très bon. Je refuse. Je ne suis pas gâté. Je refuse ça. Donc tu vas nous éduquer. C'est pour ça que je parle. Ça veut dire que quand M. Ayouk est dans un. Est-ce que c'est que vous d'être sujet? Est-ce que c'est que vous d'être Moi je refuse. Moi je refuse. Je n'ai pas de problème. Vous avez refusé. Que je ne veux pas être sujet. Oui, j'ai votre véhicule. Je peux vous dire quelque chose. Je m'assois toi derrière. Le jour que Dieu a créé. Vous voyez, vous allez vous rendre compte que vous allez vous rendre compte que les sujets de l'ordre républicain, on parle ça à la légère, alors que c'est ça qui nous rend là où nous sommes, parce que les gens ne veulent pas évoluer mentalement, ils ne veulent pas renouveler l'intelligence, ils ne veulent pas changer l'état d'esprit, alors que nous sommes dans une société ouverte et très créative. Nous devons, chacun de nous, à ces responsabilités-là. Quand je grandissais, il y a ce qu'on appelait sanendré. Ils venaient jusqu'à dans la maison. On nous éduquait, mais ils venaient. C'était des gens de la mairie. Dans la maison, ils vont dans vos toilettes. Bien sûr. C'est une vérité. Oui, c'est vrai. Mais on a préparé le 30 ans. On a libéralisé tout. La République elle-même, elle a perdu ses valeurs. Je vous dis que l'hymne national, allez aujourd'hui, allez, vous allez voir. Il y a qui respecte ça. Si c'est qui est l'âme de la République, personne ne respecte. Quoi l'amour? Je dis l'âme de la République, c'est l'hymne national. Je vous demande donc quel même ceux qui disent qu'ils sont des Jésus, sont des chrétiens, est-ce qu'ils respectent? Ils ne respectent pas. Dieu est amour. Est-ce qu'ils font ça? Ils ne respectent rien. Ils sont là. Ils parlent toujours de la forme, mais le fond reste. Parce que je vais vous dire une chose. C'est le fond qui donne la forme. Lorsque vous ratez le fond, il n'y aura jamais de forme. On va faire des débats au Cameroun, de jour et nuit. On évite des grands professeurs. Ils disent des choses. Ils sortent des lois. Rien ne change. Vous savez parce que le fond. À un moment donné, M. Ayouk, il faut penser à la refondation. La refondation, ça passe la parole. Laissez qu'il aille jusqu'au bout. Ça passe par quoi? La refondation passe par quoi?
Il n'y a que deux façons de la révolution. Quand on veut révoluer les choses, soit par exemple, pas pacifiquement. Si ce n'est pas pacifiquement, c'est l'évolution, c'est l'éducation et la punition. Il y a une autre façon de faire changer des choses dans un pays. Peut-être je ne connais pas. Dites-moi s'il y a toi. Voilà comment nous avons emprunté le chemin des pacifiques. Ça veut même que nous tous, nous devons devenir les éducateurs. On doit éduquer. On doit l'éduquer. On ne peut pas demander à quelqu'un. La loi est là. Non, ramasser. On commence par là. Les gens viendront demander qu'est-ce qui se passe. Les gens vont laisser, comme Rosalie est là dans son... Il va quitter... Et c'est pour cela que le... Regardez ceux qui lancent, jettent les ordures et disent qu'il ramasse. C'est le travail qu'il doit faire. Non, c'est pas le travail qu'il doit faire. Donc le travail, c'est de regarder et de dire, bon, que lui, il a le droit de jeter les ordures où il veut. Non. Chacun va ramasser. Comme ça, prochainement, il va je vous présente un exemple et puis vous me dites ce qu'on fait dans ce cas de figure. Oui. Vous êtes dans un taxi, vous avez un chauffeur de taxi qui vous conduit et il a acheté son sachet d'arachide. Alors il casse, il mange, il jette et il vous conduit. Oui. Et vous lui dites, après vous allez vous plaindre que les routes sont sales, vous-même vous les salissez. On ne mange pas au volant. Non, vous le lui rappelez, il ne vous gère pas. Il continue de manger ses arachides et il jette les pots. En conduisant. En conduisant. Qu'est-ce que vous faites? Quand chacun peut 30 secondes, qu'est-ce que vous faites? Il lui rappelle tout simplement qu'on ne fait pas ça. Tu as rappelé, il continue de jeter. Je vous dis que ça veut non dire qu'il y a quelqu'un qui doit le punir. Il faut que celui-là, oui. Il y a une situation. Je dis, vous êtes dans un taxi. Faites ton rôle, n'est-ce pas? Quand on est dans le taxi, en taxi, on doit les éduquer. On dit que non, on ne fait pas ça. Donc tu dis, celui qui est censé être puni, ne passe la punition, tu vas le punir. Il va le trouver où? Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Je pense que là, comme il n'y a pas moyen de répression, vous dites au taximan, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Vous écoutez, vous dites, arrêtez-vous, moi je descends alors. Voilà. D'accord, c'est une solution. Je suis tenté de dire la même chose. Et puis, ce taximan qui conduit en mangeant, il est, n'est-ce pas, pareil au taximan qui conduit en parlant au téléphone. Ils sont très nombreux. Vous voyez, ça c'était la plupart des accidents viennent du téléphone. Quand on conduit en causant au téléphone, c'est très dangereux. Là, je le rappelle à l'ordre. Et s'il s'entête à continuer, je vais lui dire que s'il vous plaît, je veux sortir. Et s'il ne garde pas, il accélère même avec toi. Mais je crois qu'en un menaçant, il va garer. Et s'il te dit que tu payes quand même la trajectoire avant de descendre. C'est pas un problème pour moi. C'est pas un problème, je paye. Du coup, il n'aura rien perdu. Ce que je fais même parfois. Ce que je fais parfois. C'est comme moi je fais. Je dis, monsieur, arrêtez. Arrêtez. Et s'il refuse d'arrêter, au prochain contrôle de police, je dis, bon, je descends ici. Dès qu'il descend là, je le fais interpeller. Voilà comment chaque Camerounais devrait se comporter. Voici ce que ce monsieur a fait durant tout le trajet. Il a passé le temps à jeter les ordures. Et c'est le policier maintenant qui va donc savoir comment donc gérer cette situation. De toutes les façons, lui, il ne doit pas continuer à travailler ce jour-là. On arrive à la deuxième étape. Sur le policier... Le policier fait quoi? Comme parfois... Non, mais attendez, moi je dis, je parle d'un pays sérieux. C'est du Cameroun. Mais le Cameroun, à un moment donné, doit changer et devenir un pays sérieux. Le Cameroun, là, que j'attends le Cameroun. Ça se fait même on a un chauffeur qui a trop dérangé, il faisait trop de vitesse et il bavardait beaucoup. On est arrivé au contrôle de police, on a dit au policier, le policier a interpellé le monsieur. Voilà. Est-ce que ce qu'on dit de vous là est vrai? Avec tous les témoins, il ne pouvait pas nier parce que tous les voyageurs étaient unanimes. Voilà. Ben, il a été sanctionné. D'accord, voilà. Il a été sanctionné comment? Ben, il a été sanctionné parce que sa voiture et lui ont été emportés au commissariat. Et vous avez fait comment? Mais nous sommes partis, on était déjà arrivés. Ah, d'accord. Vous avez attendu au moins d'être arrivé avant de le livrer, quoi. Mais il faut toujours qu'il y ait quelqu'un pour punir. D'accord. Oui, il faut. C'est peut-être la personne qui doit punir quand il n'y a pas de punition, chacun fait ce qu'il veut. Hein. C'est ça. Merci. Le Cameroun est détruit à cause de l'impunité. Rebonsoir, l'apôtre Adam ne doit pas répondre à la question de l'incivisme car il en est un promoteur. En faisant quoi? Je suis en train de lire. Comme ça, tu seras en faisant quoi? Là, tu as quoi fait de l'incivisme sur le plateau? Voilà.
Son langage est très incivique. Vous voyez qu'il a de la peine à répondre et à argumenter. Vraiment, tout l'incivisme part de nos maisons. Tous les enfants ne subissent plus la rigueur de la petite leçon que nous avons reçue, le civisme. Que cette matière soit remise dans les programmes scolaires. Avant la saleté, l'incivisme est plus langagier et les promoteurs sont des politiciens de peu de foi. C'est Franck qui nous revient. Rebonsoir le plateau. On ne refuse pas d'éduquer la population. On avait construit ces marchés quand le Cameroun avait quelle population? La pauvreté organisée par le gouvernement a poussé le peuple à se démerder comme ça et la mairie a trouvé son compte. Les problèmes des routes, c'est la même chose aujourd'hui. Ne perdons pas ça de vue. Bonjour, je ne comprends même pas votre apôtre là. Que font les différentes polices de ce pays? Le pays est entre les mains des tontinards. Ils ne sont là que pour travailler là où ils peuvent avoir de quoi tontiner. Un jour, nous aurons un leader qui travaillera et non un roi comme actuellement. Les moutons suivent le berger. Serge, depuis Ngousso, qui nous le dit. J'ai des téléspectateurs très inspirés. Je ne sais pas de quoi lui parle. Les moutons suivent le trou, hein? Le berger, c'est pour dire qu'on imite l'exemple d'en haut. Bonsoir, Ro. Il y a dans notre pays une tendance à légitimer les manquements de nos gouvernements. Quand les institutions sont fortes et fonctionnelles, le civisme s'impose de lui-même aux populations. C'est Dieu, depuis un Como, qui nous écrit ce soir. Sorry pour mes amis de Facebook qui viennent me signaler qu'ils sont là, mais ça dérange un peu chez moi. Je ne peux pas aller vous regarder. Bonsoir madame et bonsoir à tout le plateau. Désolé, d'abord un autre sujet différent. D'accord. D'abord, un autre sujet différent de la vôtre. J'ai un enfant de mon voisin qui vient de rater le probatoire pour la 3e fois et ses parents l'ont mis dehors. Quels conseils peut-on donner pour l'enfant, pour son avenir? Ses parents l'ont mis dehors, donc il n'a même pas demandé à la télé. On va lui donner les conseils comment? Qu'il aille aux affaires sociales. Vous voulez qu'on lui donne quel conseil? Qu'il aille aux affaires sociales et qu'il dise qu'on l'a mis dehors, il est dans la rue. On va interpeller ses parents. Je pense qu'ils trouveront un terrain d'attente de ce côté-là. Mais maintenant, il est majeur ou il est mineur? Ça compte également. Si tu as un gars de 25 ans qui est assis sur le probatoire depuis et qui, en plus, t'empêche de dormir, on ne va pas t'imposer de vivre avec aussi. Hein. En tout cas, c'est une longue procédure. Mais à la base, qu'il a les affaires sociales, poser son problème. Ils sont là pour résoudre ce type d'affaires. Ce n'est pas la télévision. Et il y a le ministère des femmes et familles. C'est pour ça que je dis qu'ils ont aux affaires sociales. Le ministère des affaires sociales est différent des femmes et familles. Non, qu'il aille d'abord aux affaires sociales. Parce que c'est une affaire, il est dans la rue. C'est les affaires sociales qui gèrent ça. C'est pas la meilleure voie. C'est la meilleure voie. Quand il sera là-bas, il y a une police très souvent à côté. Et puis, on va trouver une solution. On va interpeller les parents. Et je pense qu'après discussion, il y aura toujours une solution de trouver. Comme si ce ministère avait seulement été créé pour vous, hein, Rosalie. Vous nous refusez le ministère des Finances. Bonsoir les parents, nos aînés même jettent des ordures partout. Quand tu demandes de ramasser, on t'insulte et te demande que si je ne jette pas, Isaac va travailler comment? Alors quand tu vois ça, tu fermes ta bouche et les bacs à ordures aussi. On n'en a pas marre. Au Kansia depuis Akak. Les Camerounais ont démissionné de leurs propres responsabilités et pointent du doigt qui peut éduquer alors le vécu n'est que rempli de frustration. De la base au sommet, revenons à des meilleurs sentiments pour ce pays. J'ai envie de m'arrêter à ça. Revenons à des meilleurs sentiments pour ce pays. C'est ce que vous demandiez? Que chacun aille commencer à chanter l'hymne national du Cameroun. On recherche les mots qui sont à l'intérieur. Donc on s'approprie. Qu'on vive ça. Ouais. On vive ça. Qu'on vive notre hymne. Il y a des choses qui vont disparaître d'une manière très naturelle. La République a tout prévu pour nous, pour qu'on réussisse. On chante l'hymne. Et il n'y a pas de dire qu'on peut. Écoute, je vais vous dire une chose. Ce sont les êtres humains que nous sommes. Nous sommes cette vécu-là qui ont vécu soit le bien ou le mal. Le mal ne se trouve nulle part que sur nous-mêmes. Donc si on veut se détacher, on doit s'attacher à quelque chose. On doit s'attacher à... J'interpelle comme ça les Camerounais que attachons-nous à quelque chose qui est bien. Le mal va disparaître. Si on s'attache à notre... On chante notre hymne national. Comme c'est écrit là. Ce sont les paroles qui portent un esprit. La République n'est pas... C'est un esprit qui est derrière ces paroles-là.
la joie, l'amour, la paix et la The gentillesse. fighting spirit. Vous allez voir ce qui va se passer. On doit s'attacher à une chose pour que l'autre disparaisse. Si tu te laisses, tu ne peux pas rester au milieu de la vie. La vie est faite ainsi, malheureusement. Soit tu t'attaches au mal et au mal, le bien disparaît. Soit tu t'attaches au bien et le mal disparaît. C'est pour ces raisons, ceux qui nous ont précédés ont pris le temps à faire tout ça pour que nous, on s'attache à ça, pour que le mal nous quitte. Il faut dire à M. Ayou que même ceux qui ont composé cet hymne national-là sont morts comme ça là, dans l'anonymat total et que ceux-là ont été abandonnés par la nation. Vous avez une ceux qui ont composé l'hymne national, on connaît. Que la nation a été reconnaissante. Est-ce que c'est parce qu'ils ont eu à l'école de Foulassi. on nous a même dit que bon, il y a trop d'histoires autour de l'hymne national. Je ne voudrais pas entrer là-dedans, mais je tiens à dire que les mots, les paroles de l'hymne national n'auront de valeur que quand la nation elle-même vous donne, n'est-ce pas, l'envie de chanter cette hymne nationale-là et de baisser les larmes. Vous voyez des jeunes là-bas, aujourd'hui, les Jeux Olympiques. Voilà un jeune là qui est en train de dire que non, si vraiment on peut, ne serait-ce que lui permettre de vivre, n'est-ce pas, en Europe, de suivre le stage, et d'ici 4 ans, il promet, parce qu'il est sorti 6e, il promet, n'est-ce pas, une médaille d'or au Cameroun. Entre-temps, qu'est-ce qui empêche à ceux qui gouvernent aujourd'hui de construire en disant que ce garçon s'entraîne dans une piscine privée? Dans une piscine privée. Pourquoi on ne peut pas donner à ce jeune l'envie de se préparer au Cameroun et d'aller gagner la médaille d'or? Mais il faut toujours s'exiler, il faut toujours aller à l'extérieur. Même le président Kaïso ne veut plus rentrer. Donc finalement, vous voulez que les gens chantent l'hymne, ça vous donne quoi? Donc il faut à un moment donné dire aux gens que le patriotisme là, qui est l'amour exagéré pour la nation, c'est quand la nation elle-même vous donne, n'est-ce pas, l'envie de le faire. Ça dit d'être fier d'être Camerounais. Aujourd'hui, vous fréquentez, vous avez tous les diplômes, vous ne pouvez pas travailler. Chaque fois qu'il y a concours, les gens ont des listes. Les noirs même réussissent. On voit des enfants, n'est-ce pas, de la même personne réussir à le nom pendant que les autres font 4-5 fois, ils ne passent jamais. Vous allez chanter quel hymne national jusqu'à ce qu'on dit que vous mémorisez. Vous savez le pourquoi j'ai mis ça sur la table? C'est pour... Je vois les gens chanter l'hymne national. Attendez. Vous savez le pourquoi? C'est pour vous dire que ceux qui sont là, qui nous dirigent, ils sont hors de la République. Ils ne respectent pas les valeurs républicaines. Oui, alors qu'est-ce que c'est qu'il faut attention, c'est au même moment une interpellation. Oui. Hein? On dit, ils peuvent changer et les choses vont revenir normales. S'ils ne peuvent pas changer, qui dégage? Attendez. C'est très important. Je vous dis que ce qui est pas là, c'est de l'ordre républicain. Et ce débat-là est très important. Les Camerounais nous suivent. Vous voyez qu'il y a plusieurs Camerounais, ils ont même les vieux qui ne savent pas que dans l'hymne national, il y a quelque chose comme ça qui est écrit. Vous savez ça? Et vous-même, vous êtes l'un d'eux. Et le problème maintenant, c'est pour informer les Camerounais, c'est que ceux qui nous dirigent, ils ne nous dirigent pas selon les valeurs républicaines. C'est pour ces raisons. Ils font donc rien là. Ils font donc quoi? Alors, c'est pour ces raisons. C'est pour ces raisons. Est-ce qu'on doit continuer à accepter? C'est pour ces raisons. Notre chancellerie nationale tandis que les autres frappent les caisses de des milliards. C'est pour ces raisons, n'est-ce pas? 2025 doit être tous. Et les autres souffrent, ils ont de la peine à manger. Et par là, vous dites qu'il faut qu'ils mémorisent les paroles de l'hymne national. 2025. Le cerveau, quand ça travaille, ça a besoin c'est pour appeler les Camerounais que 2025, puisque c'est là qu'ils nous dirigent. Non, est-ce que le n'est pas en train de regarder la télé? Ils sont hors, je n'ai pas le problème avec le prophète. Je l'ai dit aux Camerounais. 2025. Ils parlent de la plupart de ceux qui nous disent, ils sont hors de la République parce qu'ils n'incarnent pas la culture républicaine. Et on ne peut pas continuer avec eux. C'est une vérité. D'accord. Je continue ma lecture. J'ai seulement ouvert un pan. Ah, ok. Moi, effectivement, j'ai fini mon émission. Non, je vais... bonsoir, Madame Rosalie. J'ai déjà compris. Ouais, ce n'est pas en envoyant 30 fois que
Bonsoir ma rose préférée. Ouais, toujours Nyangalement bien mise. Sans le vouloir, tu es une boule d'amour et d'oxygène pour nous. Que la grâce et les bienfaits te soient accordés abondamment, ma très chère Rosalie. Nous sommes pas différents d'une jungle où chacun fait son bon. Lui semble. Certaines personnes ont transporté leur comportement du village pour la ville, ne respectant aucune règle de civisme, profitant du laxisme de nos dirigeants qui, par ailleurs, les considèrent comme du bétail électoral. Vivre en ville a un prix et des règles. On ne devrait pas, au nom de la débrouillardise, mettre la vie dans l'insalubrité totale. Les maires de ville doivent sévir et trouver des solutions pour remédier à ce mode de fonctionnement. Cyril depuis Douala. 30 secondes. Qu'est-ce que tu voulais je voudrais dire? juste, n'est-ce pas, soulever un pan de l'incivisme que nous avons failli oublier sur ce plateau, qui est celui des retards et de l'absentéisme dans les lieux de service. Je crois que le ministre Joseph Lé en parlait. Attendez. Oui. Hier. Est-ce que vous avez entendu que j'ai mis ça dans mon programme de débat aujourd'hui? Nous parlons de l'exhibition. Non, j'ai parlé de ce sujet hier. Je suis d'accord avec le sujet sur le plateau aujourd'hui. Quand on parle de l'incivisme, l'un des piliers de l'incivisme, c'est quoi? C'est l'absentéisme dans les lieux de service. Qu'on soit journaliste, qu'on soit enseignant, qu'on soit préfet, qu'on soit commerçant. C'est l'incivisme. Et je saisis, n'est-ce pas? Je saisis l'occasion de ça, mes gens, pour féliciter le ministre Joseph Lé, qui a, n'est-ce pas, promis, n'est-ce pas, des sanctions sévères à tous ces fonctionnaires, à tous ces agents de l'État, n'est-ce pas, qui désormais manqueront le travail pendant 30 jours. Bonjour la plus charmante des modératrices. On voulait entendre ça. J'apprécie beaucoup ton travail, mais je suis toujours à la rediffusion de ton émission, Le Grand Soir. Bon boulot. Mon boulot ne me permet pas d'être libre. Alors que l'émission passe, beaucoup de courage à toi. C'est Guy qui nous écrit depuis la Belgique. Je suppose qu'il sait à quelle heure ça passe et qu'il regardera à la rediffusion. Merci d'être autant fidèle à accepter d'être debout à 3 heures du matin, heure de rediffusion de ce programme. C'est la preuve pas mille que vous l'avez dans le sang et moi je ne peux que me sentir honoré d'une telle fidélité et surtout Info Télévision qui vous offre l'occasion de nous regarder. Donc restez accrochés, ne lâchez pas. Désolé pour ceux que j'ai pas pu lire. Un clin d'œil à Blondel depuis les États-Unis. Il y a plein de messages comme ça que j'ai pas pu lire. Merci Michel Gabriel Tchoudiem. Oui. Tes félicitations à Joseph Lee sont passées. D'accord. Merci Ayouk Diem-Sebot. Merci Jean-Paul. Je voudrais aussi féliciter quelqu'un. Baïra. Si vous me permettez. Attends, il est fini là. Merci, apôtre Charlemagne Adam. Si c'est une seconde. Moi, j'ai plus le temps, c'est terminé. En une seconde, je voudrais remercier ou féliciter le ministre Ernest Massé-Nangalé-Vibé. Aucune chance. Qui a révolutionné les transports. Aucune chance. On reviendra discuter dessus. Allez, Anissé Momo était au mixage vidéo de cette émission. Ismaël était en face de moi. Merci à Jean-Martin Kefa. On se retrouve demain lorsqu'il sera exactement 17h.